cette belle soirée avec mon invité Philippe Sorstein, qui est psychothérapeute et magnétiseur. Ça fait un petit moment que je n'avais pas reçu sur ma chaîne et je suis vraiment ravie de vous retrouver, Philippe, ce soir pour parler d'un sacré sujet quand même, les relations entre l'âme, les cerveaux et les grands changements sociétaux à venir. Bonsoir, Philippe. Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Ouais. Et vraiment Alors, ravi d'être là, moi aussi. Donc, ah oui. Oui, mais vraiment ravie quand vous m'avez recontacté pour refaire une soirée. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir, vous le savez, parce qu'on a passé de très bons moments. Alors, c'était un peu à mes débuts. On a fait même des ateliers, plusieurs ateliers avec vous. Et vous êtes une source de connaissances tellement intéressante que c'est toujours un grand plaisir de vous écouter. Et donc, on parlera aussi peut-être un petit peu, vous êtes aussi l'auteur d'un livre oui, oui. sur le, si vous voulez en parler, c'est sur le magnétisme, hein, sur les guérisseurs. Oui, c'est un livre qui s'appelle Guérisseur aujourd'hui, Mmh. qui a été dans un premier temps édité aux éditions des Trois Monts, qui a été réédité aux éditions Eddy Livre, et qui parle en fait de ma pratique de guérisseur, dans le sens où de magnétiseur, dans le sens où on existe tous parce que des gens nous ont mis une vie à l'étrier, nous ont montré ce qu'ils faisaient. Donc, arrivé à un certain âge, j'ai voulu moi aussi partager mon expérience et dire aux Ouais. gens, moi je fais comme ça. Alors ça ne veut pas dire que je fais tout bien, hein, ça ne veut pas dire non plus que je suis parfait, mais si vous pouvez prendre quelque chose chez moi, C'est c'est ça, voilà, oui. vous êtes les Ouais, bienvenus. Donc, c'est par rapport voilà, à votre parcours et à votre expérience. oui, Donc, absolument. Oui. c'est intéressant voilà, de le redire ce soir, parce qu'on l'avait bien Mhm. présenté. Ça fait à peu près 2 ans maintenant hein, qu'on a Oui, présenté là. j'avais pas mal hiberné, je reconnais. J'avais aussi pas mal de travail, des enfants, enfin bon, de quoi vous kiffez. Donc, Ben voilà, hein, comme tout le monde. Donc, vous pouvez bien sûr retrouver les replays hein, de ces émissions sur LGC6 sur YouTube, sur LGC TV sur YouTube, et vous pouvez bien sûr vous abonner également. Donc vous êtes aussi, vous avez aussi une association, si vous voulez aussi en dire mhm. un petit mot avant de commencer le sujet, parce que c'est intéressant aussi. Et vous Oui. avez le lien d'ailleurs sous la vidéo, dans le descriptif, vous avez les coordonnées, tous les liens de Philippe, son site internet, mais également le site de son association. Merci. Oui, en fait, alors, nous avons créé à plusieurs cette association il y a quelques années maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que si on ne se fédérait pas, on n'arriverait à rien. Donc, de plus, moi, je suis psychothérapeute, enfin psychopraticien maintenant. Je fais partie d'une association qui est énorme de psychopraticiens, qui est la FF2P. Et quand Mhm. j'ai vu comment on se faisait manger vivant par les psychologues cliniciens, enfin bon, je ne vais pas revenir sur les lois qui sont passées et autres, je me suis dit, si une très grosse association n'arrive pas à faire ce qu'elle veut, alors nous, chacun dans notre coin, on va avoir des soucis. Donc, suite à ça, et aussi pour pouvoir se rencontrer, discuter entre nous, partager nos pratiques, j'ai donc créé cette association qui s'appelle l'FDTE, dans lequel donc, nous avons un annuaire, sur lequel nous signons aussi une charte de déontologie, dans laquelle nous nous rencontrons, nous faisons régulièrement des conférences, des ateliers pour montrer ce que l'on fait, et aussi donc pour arriver à se fédérer si un jour il y a besoin de se fédérer. Ah oui, bien J'ajoute sûr. que, j'ajoute que l'idée aussi, ce serait peut-être un jour d'avoir un peu de poids pour pouvoir travailler, mais en tant que professionnel et en tant qu'association dans les hôpitaux et avec d'autres professionnels de santé. Je m'explique. Des gens des magnétiseurs, des énergéticiens qui travaillent dans les hôpitaux ou avec les hôpitaux, aujourd'hui il y en a. Je travaille moi-même avec la petite Hein. salpêtrière, avec d'autres, donc ça c'est possible. Mais on le fait, je dirais, un peu sous le manteau. Ce sont des infirmières qui nous font venir. Enfin, oui, Oui, je dirais que ça n'a rien d'officiel ou de bien sûr. légitime. Et moi je pense que c'est important aussi qu'on partage cette pratique dans les hôpitaux, qu'on fasse quelque chose d'officiel et qu'on montre aussi ce que l'on fait, ne serait-ce que pour aider la recherche. Ouais. Il y a un film en ce moment avec Cécile de France qui passe au Oui, cinéma, donc qui est super sur le chamanisme. Et bon, c'est en Belgique, donc bon, les Belges, voilà, hein, on en dire ce qu'on veut, ils ont moins d'intelligence là. Donc, et en Belgique, cette femme qui a travaillé avec les chamans, elle est étudiée par ouais. la science. Corinne Sambran.
exactement. Et la science voit comment fonctionne justement au niveau neuronal, on va en parler, voir comment elle fonctionne, quelle Oui, zone du cerveau est étudiée, etc. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment des choses à faire et qui pourraient aider l'humanité entière. Donc, absolument. bon. Il y a l'INRS aussi en France, Oui, oui, oui. Oui, avec, mais oui. Oui, mais l'INRES, c'est une association privée. Elle a pas. Ah oui, J'espère qu'un jour, ils arriveront à rentrer justement et avoir cette écoute. Ce serait vraiment formidable. ouais. Donc, donc c'est aussi un des buts au fond de l'association, c'est de se permettre justement peut-être un jour de pouvoir être aussi sujet de science et travailler Mmh. dans cette optique-là. Donc, Absolument. C'est vrai que ça serait, bien, enfin, et c'est, aussi, les actions que vous faites et c'est génial. C'est aussi, non seulement de vous fédérer entre vous, bien sûr, pour mener mm, des actions, mais aussi l'idée, c'est qu'un jour on puisse travailler main dans la main, bien heu, sûr. en Mm, partenariat aussi avec, la médecine, conventionnelle, pour, vraiment, faire, une médecine holistique, pour le bien de tous, quoi. Voilà, c'est ça. oui, Donc mais c'est vraiment notre rêve, hein, ça clairement. c'est génial, c'est Mm. super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Philippe, merci beaucoup. Alors, bon, bah, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue parce que du coup, bah, plein de personnes sont venues sur le chat. Il y a Patricia, il y a Annie qui nous a rejoint, Dominique, Janine, Fleur aussi, des gens qui nous disent bonsoir Fanny, bonsoir Philippe et à tout le monde. Alors, c'est Francesca en fait. Il y a Val Gauthier, il y a Iam, alors c'est des pseudos des fois, c'est un peu il y a Agnès et il y a aussi, Nicole qui nous dit, «Bonsoir à tous». Alors Philippe, soit vous pouvez lâcher votre micro, je pense qu'on vous Ah, entendra parce d'accord. qu'il y a il y a des fois des petites coupures et si Mhm. vraiment on voit que ça ne fonctionne pas bien, vous pouvez enlever peut-être l'oreillette. Je vous dirai, tout D'accord. à l'heure. Ok. Mhm. Voilà. Donc, si vous voulez, alors je vous couperai, hein, pardon, mais je vous couperai si le micro, si, vraiment il y a encore, quelques petites coupures, voilà. D'accord. Donc, bien, alors vous m'avez proposé ce sujet-là, qui est vraiment très intéressant. Comme vous me disiez, avant le direct, c'est un sujet, on pourrait en parler des heures. Alors bien sûr, vous qui êtes derrière votre écran, bah, vous pouvez participer avec nous, hein, c'est l'objectif. Et bien sûr, vous allez pouvoir poser vos questions, soit via le chat YouTube, soit via le Facebook maintenant, puisqu'on est diffusé sur les deux réseaux en même temps. Voilà, donc, ben, on va pouvoir commencer. Et donc, Mhm. n'hésitez pas vraiment à participer. C'est bien si c'est interactif, comme vous me disiez hors Mhm. antenne aussi. C'est vrai que si les gens participent aussi, c'est intéressant parce que c'est tellement vaste comme sujet que voilà, ça va permettre aussi d'approfondir certains points que vous avez envie, vous, d'approfondir. Voilà. Ben, Mhm. je vous laisse présenter allez, le sujet. Très On y bien, va. avec plaisir. Donc, si j'ai voulu présenter ce sujet ce soir qui est un peu complexe, c'est qu'en fait, c'est, je pense, un des grands enjeux de demain. Euh, Nous, c'est-à-dire vous qui m'écoutez, moi-même, on est dans un univers, dans un monde où on s'intéresse à l'autre, on recherche la spiritualité, où on recherche une écoute de soi, une écoute de l'autre. Enfin, on est dans cette dimension-là. Bon, il s'avère que ce n'est pas exactement ce qui se passe par ailleurs, c'est pas du tout le chemin que prend la science depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Et en fait, il y a un peu de monde. Il y a notre monde à nous, qui espérons, et puis il y a le monde de ce qui se fait, de ceux qui gèrent la situation, et qui est très différent, qui ne prend pas du tout ces options-là. Donc je voulais, c'est une chose qui me tient vraiment à cœur, et je voulais donc le partager, je l'ai proposé à Fanny, et donc elle m'a autorisé ce soir à le faire. Euh, donc, je vais déjà commencer un peu par parler de choses maintenant qui sont un peu connues, qui sont les cerveaux, néocortex, reptiliens, tout cela. Après avoir parlé de ce cerveau, je parlerai un petit peu en quelques mots vraiment du développement de l'humanité pour arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. Et je terminerai donc par les trois grandes directions que prennent la recherche scientifique aujourd'hui. Et puis, je poserai au fond la question en fin d'exposé, mais qui est la question essentielle, qui est qu'est-ce que l'âme et surtout où est passée notre âme? Parce que c'est de ça, au fond, dont il va s'agir dans les années, dans les décennies à venir. Euh,
contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément, soit parce que nous vivons dans un monde où on a cette quête d'identité de nous-mêmes, que c'est hélas le cas partout. Et, enfin, les découvertes scientifiques aujourd'hui sont absolument extraordinaires pour l'être humain. On soigne plein de maladies, on va pouvoir en soigner d'autres, on va pouvoir remplacer des organes, on va pouvoir faire une multitude de choses qui sont vraiment fantastiques. Donc, il suffit d'être malade pour savoir d'avoir un enfant malade, pour comprendre que pouvoir remplacer un organe, par exemple, ou transformer quelque chose en soi pour aller mieux, c'est quand même, enfin, c'est incroyable, c'est vraiment formidable. Donc ça, c'est vraiment une grande espérance scientifique, mais il y a une dérive de cela dont on va parler autour des croyances d'immortalité, autre chose comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça. Donc voilà un petit peu le plan de ce que je vais vous proposer aujourd'hui. D'accord. Alors, juste si on peut Oui. essayer sans l'oreillette, pour voir, juste pour faire la différence. C'est mieux? Je pense que ça va être mieux. Ah, très bien, très bien. Ça bouge aussi, du coup. Donc, je sais pas, il faut faire un essai parce que là, je vous ai pas assez entendu. Il faut voir. Ok. Bon, on fait comme ça. Vous avez entendu ce que j'ai dit en gros ou vous avez... Oui. D'accord. Oui, mais il y avait un arrière-bruit qui était un petit peu gênant. D'accord. Donc, il vaut mieux essayer sans et puis avoir. Mais je pense que ça va être mieux. D'accord. Donc, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a deux grandes notions qu'on connaissait, qui étaient le cerveau, dans sa capacité de fonctionnement, la mémoire, les différents cerveaux, et cette partie ineffable qui est l'âme, dont au fond qu'on peut difficilement définir. J'y reviendrai tout à l'heure, mais bon, les définitions de l'âme, il y en a beaucoup en fonction des traditions, en fonction aussi de nos croyances, de la philosophie aussi. Bon. Donc, en fait, l'âme est quelque chose qui nous permet d'exister, qui nous permet de vivre au sens très général, et pour ça, elle utilise notre cerveau. Aujourd'hui, donc ça, c'est des notions qu'on commence à bien connaître. On a trois grandes. Alors symboliquement, physiquement, c'est plus complexe. Il y a aussi d'autres choses, hypoténuse, etc., hypothalamus, etc. Bon, mais symboliquement, il y a le cerveau reptilien qui est quelque chose d'extraordinairement complexe dont les scientifiques encore aujourd'hui ne connaissent vraiment pas tout ce qui s'y passe, mais c'est le cerveau qui est intéressé par l'instinct de conservation. Alors, c'est un cerveau qui est structuré, qui est rigidifié au cœur de notre tête et à l'époque du Moyen-Âge ou d'autres étaient peut-être organisés pour sentir les feuilles, les fleurs, étaient organisés autour de l'odorat pour pouvoir nous permettre de survivre en trouvant la nourriture, qui aujourd'hui s'organise différemment. Donc, on sait qu'il bouge autour, par exemple, du bruit des voitures ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le cerveau qui est organisé autour de l'instinct de conservation. Encore une fois, c'est quelque chose de très, très complexe dont on connaît mal, mais on sait qu'il fonctionne de cette façon-là. On a le néocortex qui, dans notre société, est celui qu'on connaît le mieux, qui est le cerveau qui va analyser, qui va comprendre, qui va chercher. C'est celui qui parle, par exemple, en ce moment. Et c'est le cerveau, ça c'est très important, qui refait l'histoire. C'est un cerveau qui se construit sur l'histoire. Pour ce cerveau-là, il y a un passé, un présent et un futur. Donc lui, il s'oriente en permanence dans pourquoi je fais ça, comment je fais, comment je vais pouvoir analyser ça, etc. Donc, et c'est le cerveau qui a vraiment été mis en exergue, en valeur jusqu'à présent. Et depuis quelques années maintenant, on redécouvre, enfin scientifiquement, je pense que ça on le connaît depuis longtemps, une autre troisième partie du cerveau qui est le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Et lui, donc, c'est le cerveau qui gère les émotions. Et c'est le cerveau qui, alors lui, ne connaît rien à l'histoire. C'est pas son truc à lui. C'est vraiment, lui, s'intéresse qu'à l'instant présent. C'est-à-dire qu'il ressent et c'est tout. Donc, et c'est bien sûr le mouvement entre ces trois cerveaux qui fait qu'on est vivant, qu'on est construit, qu'on va faire des choses, qu'on va penser, réfléchir, analyser, ressentir, et au fond prendre une décision en fonction de tout cela. Donc il y a bien sûr des synapses et des relations entre ces trois cerveaux qui font que tout fonctionne à peu près correctement. Donc voilà au fond où on en était jusqu'à il y a 10 ou 15 ans, je dirais. Et il y a 15 ans, 15-20 ans, les chercheurs se sont mis à s'intéresser au cerveau limbique et à chercher à comprendre comment fonctionnait
toute cette partie émotionnelle, quelle était la biochimie par exemple qui nourrissait ces émotions, comment on fonctionnait, qu'est-ce qu'était l'instant présent pour le cerveau. Et ils ont découvert qu'on pouvait, en transformant cet instant présent, en fait, changer l'histoire de la personne. C'est ce que fait sous une autre forme les TCC dans la psychologie. Vous avez l'analyse qui va travailler sur le pourquoi je suis comme ça, donc qui va être plutôt dans l'histoire, dans le néocortex, et vous avez toutes les techniques comportementales qui, elle, va s'intéresser à l'instant présent, c'est-à-dire qui va essayer de transformer le présent pour permettre de vivre différemment et de transformer son futur. Donc, bon, c'est pas mal. À mon avis, il est important d'avoir les deux, c'est-à-dire de comprendre pourquoi on est comme ça et de pouvoir transformer les choses. Et surtout d'avoir une forme de discernement par rapport à ça, c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qui sous-tend toujours tout ça. Par exemple, des phrases comme ça devait arriver, ou des phrases comme on a cherché à naître, par exemple, on est né où on devait naître, sont une façon d'expliquer le cerveau limbique. Ce n'est pas une réalité, dans le sens où scientifiquement, personne ne sait si on a décidé d'arriver dans cette famille-là, dans ce pays-là. En revanche, ça fait du bien à l'instant présent, c'est-à-dire que ça nous rassure sur ce que l'on vit aujourd'hui, qui peut être plus ou moins difficile. Donc en cela, ça fonctionne. Bon. La question est de savoir si c'est juste ou pas, et la question est de savoir si c'est pas au fond une espèce d'impasse de voie de garage qu'on se donne aussi. Vous voyez, alors des choses comme ça, il y en a beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. J'ai pris celle-ci, c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Bon, mais ça serait donc du coup une forme de se rassurer et du coup encore, enfin une sorte de croyance. Oui, alors moi, quand je parle de croyance, c'est toujours, c'est parce que pour moi, tout est croyance. Donc, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Donc, même ma foi la plus intime est une croyance. Donc, bon. Donc, mais oui, dans le sens où c'est pas parce qu'on est rassuré par cela que c'est vrai, d'une part, et c'est pas parce qu'on est rassuré qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à aller chercher. Vous voyez, derrière une explication, derrière quelque chose derrière une affirmation, au fond, une affirmation, c'est clore un débat, mais un débat qui pourrait être réouvert. Vous voyez, par exemple, est-ce que le karma, par exemple, le karma, c'est une prédestination. Alors ça, on va en reparler parce que les scientifiques considèrent aussi qu'il y a une prédestination. Et peut-être qu'on est prédestiné à quelque chose, que ce soit par le karma, que ce soit par la généalogie, que ce soit par la chimie de nos corps, vous voyez, ou l'endroit où nous vivons. Il est clair qu'il y a une prédestination. Est-ce qu'il y a un libre arbitre dans ce que l'on vit? C'est une question, au fond, qui peut se poser. Vous voyez, donc je ne suis pas sûr que la réponse soit oui. Enfin, à l'instant présent, en tout cas. Donc, bon. Mais en tout cas, si on est déjà rassuré par cette croyance-là, de dire oui, on a choisi cette famille, etc., c'est déjà quand même un pas aussi vers un mieux-être. Oui, alors c'est justement oui, alors voilà, c'est là où oui, je suis d'accord avec ça, et c'est là où ça va devenir compliqué dans l'avenir. C'est quoi? Je vais en parler dans quelques instants, mais au nom d'un mieux-être que l'on a qui est réel, on peut aller dans quelque chose d'extrêmement dur. Vous voyez, par exemple, ce mieux-être, effectivement, c'est vrai que ça peut être très très bénéfique de se dire bon, je suis là et de pouvoir gérer l'instant présent, pouvoir gérer l'espace en fonction de ce que l'on vit, mais ça peut être aussi une situation qui va nous durcir, qui va durcir notre vie, au point de ne plus savoir au fond comment en sortir. Après tout, si vous avez choisi votre famille, comment remettre en cause ce que vous vivez? Quel est le sens de cette famille que vous avez choisie? Ça, c'est des vraies questions. Quel est le sens des épreuves? Toujours dans cette notion de karma. Quel est le sens des épreuves que nous avons à vivre? Par exemple, il y a une notion dans l'hindouisme qui parle de karma, puisqu'on parle de ça, qui est très très importante, c'est la notion de dharma. La notion de dharma, c'est le karma de la planète et de l'humanité. Ce qui veut dire que le dharma, c'est le karma donc de l'humanité, et nos karmas personnels rentrent tous, au fond, en relation avec ce dharma. C'est-à-dire qu'on va tous porter une partie du karma de l'humanité. C'est pas la même chose de se dire qu'on porte tous un tas de pierres parce qu'il y a un monceau de pierres à porter, que de se dire voilà, je suis le seul à porter mes pierres parce que je suis né comme ça. Vous voyez,
Donc, et c'est là où ça devient dangereux, et c'est là où les recherches scientifiques, mais là je vais un peu trop loin, vont vraiment risquent de nous handicaper. Parce qu'au nom de ce bien-être, hein, on peut nous imposer n'importe quoi. Oui, n'est-ce pas? On va en reparler dans quelques minutes, mais de façon très concrète. Pourquoi voulez-vous que je me déplace en plein hiver pour aller voter, hein, alors qu'en fonction du nombre de j'aime, de j'aime pas que j'ai mis sur Facebook, Facebook c'est beaucoup mieux que moi pour qui je vais aller voter. Autant rester chez moi et autant rester chez moi, quoi. Après tout, Camille est gelée au mois de mars, je peux penser. Vous voyez. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut mener. Donc, et c'est pas un mieux-être quelque part. Vous voyez. Donc c'est là où justement quelque chose qui paraissait tellement formidable, enfin qui est toujours formidable, peut vraiment se retourner contre nous à un moment donné. D'accord. Et pour reprendre ce que vous décrivez, c'est au fond, j'ai envie de vous poser la question, où est l'âme là-dedans? Vous voyez, dans le sens, vous voyez, voilà, je suis venu dans cette famille parce que j'avais des raisons, ce qui est probablement vrai d'ailleurs. Bon, ok, mais où est le libre arbitre de l'âme là-dedans? Quel a été son choix? Quelle est l'alliance qu'elle fait avec nous aussi? Enfin, avec, vous voyez, quelle est l'alliance qu'elle fait avec notre incarnation? Vous voyez, c'est des questions qui se posent. Et c'est des questions qui vont se poser de plus en plus. Alors vous allez comprendre bientôt pourquoi avec les avancées technologiques. Ce que j'ai aussi envie de vous faire partager, alors là, du coup, c'est super, ça me permet de basculer sur la seconde partie de ce que je voulais exposer. Donc, ces trois cerveaux. Bon. Et en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, alors avec des époques bien sûr différentes, c'était Dieu qui était tout-puissant, c'était Dieu qui était créateur, hein, qui était créateur, qui était quelque part décideur, et l'humanité avait créé une alliance avec Dieu. Alors, plus ou moins bien, hein, je ne vais pas revenir sur les grandes étapes de l'histoire, mais il y a quelque chose comme ça. À partir du XVIIIe siècle et du siècle des Lumières, les philosophes nous ont dit non, non, tout ça, alors on en pense ce qu'on veut, mais tout ça c'est des bêtises, Dieu n'existe pas. Hein. Celui qui a, c'est Spinoza par exemple, hein, c'est Nietzsche, c'est d'autres, enfin tout d'une forme ou une autre, mais c'est bon. En fait, c'est l'homme qui est au cœur du système. Hein. Et c'est l'homme donc qui décide et qui crée. Ce qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanisme et qui nous porte encore aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui, c'est l'homme qui est au cœur du système et de plus en plus, je trouve, depuis 20 ou 30 ans, et Dieu est devenu une espèce je dis pas d'épiphénomène, mais de grands jugements, de grandes paraboles, de valeurs, de symboles. Voilà. C'est comme une espèce de grand frère quelque part qui nous protège et nous montre quelle est la voie à travers les religions principalement ou à travers certaines philosophies. Bon. Même si l'homme est au cœur du système, on sait qu'il y a des grandes règles, tu ne tueras point, etc. Parce que, bon, les religions nous l'ont indiqué, parce qu'il y a des grands thèmes du type que Dieu est compassion, par exemple, est amour et compassion. Donc, à partir de là, si on va à l'encontre de cet amour et de cette compassion, on est censé aller contre les lois divines. Enfin, donc, vous voyez, bon. Mais c'est plus, au fond, Dieu est plus devenu une espèce de bordure qui protège cet humanisme. Mais le grand créateur, c'est devenu l'homme. Donc, bon. Ça nous a permis de venir jusqu'ici, donc, et de créer l'humanisme, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à nous, à notre bien, notre mieux vivre aussi, à nous protéger nous, à cesser de déléguer, je dirais, sur le divin tout ce qui se passait de bien ou de pas bien d'ailleurs dans nos vies. Bon. Donc on est arrivé à aujourd'hui. Bien. Et il s'avère qu'avec les recherches, ça je voulais commencer par le cerveau, avec nos recherches sur le cerveau limbique et sur comment transformer l'instant présent, hein, on est passé dans une troisième phase aujourd'hui, qui est la phase de recherche scientifique, dont le but est au fond de transformer l'instant présent hein, pour transformer notre futur. Alors, par exemple, un exemple très concret, on enlève les émotions actuelles, par exemple la dépression, à travers des médicaments. Alors ça, c'est super, évidemment. Mais ça veut aussi dire, oui, c'est super, je partage aussi ça. Ça veut dire que si on évite la souffrance à travers une chimie, après tout, on a que du bonus. Sauf qu'à terme, rien ne m'empêche, moi, de prendre une pilule, vous voyez, pour être heureux, quoi que je vive et quoi qu'il advienne dans ma vie.
Et c'est ce qui va être appelé à exister. Aujourd'hui, il y a des recherches scientifiques qui sont faites autour de cela, où on fait des horreurs à des rats, par exemple. Il est 21h. Vraiment des horreurs. J'ai jamais su comment on sortait ce truc-là. Il le dit à midi, je vois qu'il le dit aussi à 21h. Donc, on fait vraiment des horreurs à des rats, hein, et en fait, on leur donne une hormone pour qu'ils le vivent bien. Et quand vous dites à des chercheurs, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous faites à des animaux, ils vous disent, mais attendez, de quoi vous me parlez? Ils sont très heureux. Et c'est vrai. Bah, en fait, ils transforment, enfin, ils rendent heureux bon, les espèces animales, ok. Donc, en fait, eux, leur objectif, c'est de rendre heureux. Voilà, c'est de rendre heureux au détriment, au fond, du libre arbitre. C'est énorme, je sais bien, mais ça existe aujourd'hui. Hein. Il y a des recherches là-dessus, il y a des livres qui en parlent. C'est lui qui m'avait intéressé. Non, parce que ça me faisait penser exactement à Matrix un petit peu. Et il y a Nancy qui dit la pilule bleue ou la pilule rouge, c'est un peu ça, quoi. Mais quelque part, on arrive à cela. On est déjà dedans, de toute façon. Quand vous voyez ce qui se passe au niveau de la publicité, au niveau des réseaux sociaux ou autres, on est là-dedans. Moi, je vois que j'ai des enfants qui ont 20 ans, enfin 20, 24 ans, ils ont une vision de la liberté individuelle qui est à des années-lumière de la mienne, mais ils ne se rendent absolument pas compte selon mes critères à moi, hein, qui visiblement ne sont pas les leurs, de la liberté individuelle, et ça ne les dérange pas. Ils ne comprennent pas pourquoi on les empêche d'être heureux avec des j'aime, voyez, des choses, en cliquant j'aime sur Facebook, je ne sais quoi, ou de se faire du bien en mettant leur purée de je ne sais quoi en photo et de, voyez. Donc... Ouais, parce que aussi c'est complètement, enfin c'est un peu compliqué aussi. Enfin, on pose la question un petit peu à n'importe qui. C'est compliqué de répondre à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire finalement être heureux? Aussi. Absolument, absolument. D'où le but d'où l'intérêt que j'avais de proposer cette webconférence, parce qu'effectivement, ça remet complètement en question la notion d'intérêt personnel et qu'est-ce qu'effectivement le bonheur, qu'est-ce que l'être humain. Parce qu'au fond, derrière ça, qu'est-ce que c'est? Si l'être humain est, comme le disent les scientifiques, des formules mathématiques, des courants électriques dans le cerveau et de la biochimie, hein, alors il n'y a aucune raison pour qu'on ne transforme pas tout ça pour être heureux, quoi que l'on vive. Demain, on peut être tout à fait des esclaves en train de cailler des cailloux comme la Cayenne, mais en étant heureux. Après, c'est super quand même. Le bonheur, c'est quand même vachement bien. Pourquoi voulez-vous lutter contre ça? Vous voyez, et c'est des choses qui sont concrètes aujourd'hui. Donc, c'est en partie ce qui se passe en Chine, où on a dans pleine dictature, d'ailleurs, on a complètement anesthésié les gens sur d'autres plans pour les empêcher de voir le réel. Vous voyez, donc, c'est des choses qui sont quand même très, très importantes. Et aujourd'hui, donc, en fait, dans ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire l'humanisme au-delà, c'est ce qui est en train de s'organiser. Alors, d'un côté, il y a notre monde, effectivement, qui a une quête authentique du réel, de l'individu, de l'humanité, de la compassion, de la relation à l'autre. Et pendant qu'on est là, d'autres gens s'intéressent à d'autres choses qui n'ont strictement rien à voir. Et, par exemple, un des grands points, il y a trois grands points scientifiques aujourd'hui qui sont en lumière. Le premier dont on commence pas mal à parler, c'est de pouvoir vivre plusieurs fois 100 ans, c'est de pouvoir vivre jusqu'à 150, 200, 300 ans, en remplaçant régulièrement des organes. Donc, et ça va se faire, c'est tout à fait à 300 ans, je ne sais pas, mais enfin, on va arriver à faire des choses. La seule chose que je crois qui les bloque en ce moment, c'est qu'ils sont là que le cerveau n'est qu'une durée de vie de 125 ans. Donc, c'est ce qui les bloque. Bon. Mais sinon, ils sont convaincus qu'ils peuvent arriver, mais sous un couvert de 20 ou 30 ans, à remplacer les organes, ce qui fait qu'on pourrait vivre, quelque chose en nous pourrait vivre jusqu'à 200 ou 300 ans. Donc, c'est quand même. Et ça, c'est en ce moment. Hein. Donc, il y a un milliardaire russe, je crois, qui a commencé à essayer de sortir toutes les. Par des de formules mathématiques, ce qu'il avait dans le cerveau pour pouvoir un jour changer de cerveau. En pensant qu'on vivre 2 fois 125 ans en transformant. Oui. Donc, bon. Et ce qu'il y a de redoutable derrière ceci, c'est qu'il y a effectivement des gens qui vont pouvoir se faire greffer de nouveaux organes, avec les nanoparticules, vont pouvoir nourrir certaines choses. Ces gens-là vont, grâce à la technologie,
non plus grâce à la biochimie, non plus grâce à leur humanité, mais à la technologie, vont pouvoir vivre plusieurs dizaines d'années de plus que d'autres qui ne pourront pas. Et ça va créer au fond deux humanités. Une humanité technologique, qui aura évidemment la technologie, l'humanité la plus riche et qui aura plus de pouvoir, qui elle pourra vivre éternellement, enfin du moins beaucoup plus longtemps. Je vais vous dire que vu l'époque actuelle, plein de gens travaillent là-dessus, plein de milliardaires ont donné des fortunes à des fondations pour travailler autour de cela. Et il y aura une humanité qui, elle, n'aura pas les moyens de faire cela, qui, elle, vivra, je dirais, normalement, en espérant mieux jusqu'à 80-90 ans, bon, et qui finira par mourir. Bon, c'est pas une si mauvaise idée, après tout, quand je dis à mes enfants, ils en ont encore pour 100 ans à me supporter, voilà, je vois bien qu'ils râlent. Donc bon, mais bon, plaisanterie mise à part, ça va créer un clivage, si vous voulez, dans l'humanité, un clivage qui existe déjà autour de l'argent, autour du pouvoir, bien sûr, mais bref, si vous voulez, soumis à certaines lois biologiques qui, quelque part, fait qu'on reste la même humanité, même si, effectivement, certains sont richissimes, d'autres pas, enfin, bon, bref. Mais on reste la même humanité, avec les mêmes soucis. Demain, ça sera plus vrai. Donc là, c'est une vraie question à se poser, vous voyez. On parle d'une humanité qui pourrait aller à 10, 20 milliards d'êtres humains. Bon, si toutefois tout ça c'est possible, ça c'est des projections. Après, des projections, oui. Par contre, alors là, je vais revenir un petit peu à l'opposé. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question, mais on parle donc vous parlez de ce prolongement de nos vies à 100, 150 ans, etc. Mais pourtant, quand on lit, alors je sais que je vous en parle parce que je sais que vous êtes un connaisseur des écrits et donc dans certains écrits, on voit bien qu'il y avait quand même, soi-disant, à l'origine, ces êtres-là qui vivaient 500 ans, voire plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors déjà, bon, ça c'est mes croyances personnelles. Et moi, j'ai tendance à lire la Bible comme au fond une vie de l'âme et non pas une vie du corps. Donc bon, et j'explique entre guillemets, mais je comprends assez bien l'Ancien Testament si je pense que en fait, c'est la vision c'est l'âme en fait qui s'installe et non pas le corps. Par exemple, si je lis la fuite d'Égypte et la traversée du désert, comme la relation entre Moïse symbolisant l'âme et le peuple hébraïque symbolisant l'ego, ça prend du sens, vous voyez. En revanche, avec un Dieu, maintenant, si je lis ça en me disant que Dieu vous extermine, vous et 40 personnes de votre entourage, parce que vous avez regardé de travers, ce Dieu-là m'inquiète un peu, vous voyez. Donc, en revanche, ça a du sens si Dieu symbolise la vie, parce que là, oui, si on ne regarde pas la vie, on meurt, ça semble logique, vous voyez. Enfin bon, ça sera encore une autre conférence. Et c'est pour ça que moi j'ai tendance un peu à voir la Bible sous cette forme-là. Mais ce que j'ai surtout envie de vous répondre, c'est que la question n'est pas de vivre 500 ans ou 1000 ans, après tout, pourquoi pas. La question, c'est le contexte. Vous voyez, c'est une époque où il n'y avait pas 5 ou 10 milliards, c'est une époque où il n'y avait pas non plus la même relation entre les êtres, et entre les êtres et le divin. Mais aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui va être extrêmement dans une logique extrêmement mécaniste. J'ai un problème de foi, je change de foi. Et je vis encore 10 ans. J'ai un problème de cœur, je change de cœur. Bon, ça se fait déjà en partie et c'est bien. Mais ça se fait en restant dans une dimension humaniste. Enfin, humaine, si vous voulez. Pas, vous voyez, avec cette espèce de clivage qu'il va y avoir bientôt entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Alors, il y a Ludovic qui fait voilà, un petit aparté, 100 ans sans stress ni souci aussi, c'est pas mal aussi. Hein. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec tout ça. C'est là où c'est très très compliqué. C'est là où personnellement j'ai pas la réponse, si vous voulez. C'est évident que il y a des choses formidables qui ça va nous permettre d'avoir de choses formidables. Ça, c'est indiscutable. Donc, et c'est vrai que bon, voilà, quand vous avez un problème j'entends plein de gens qui ont des problèmes de prostate, d'estomac, de choses, de pouvoir transformer ça, c'est quand même merveilleux de pouvoir, avec une cellule souche, pouvoir reconstruire un bras, reconstruire un rein. Enfin, vous vous rendez compte, c'est une musique magnifique. Donc, c'est pas tellement le problème, si vous voulez, c'est que cette chose-là est prise par des gens qui n'ont pas cette conscience-là. Et c'est là où les choses vont changer la donne. C'est que aujourd'hui, Ludovic est français.
Donc, en tant que Français, il vit effectivement 100 ans, ou moins d'ailleurs, hein, 100 ans, voilà, sans stress et soucis grâce à la médecine. Et ça, c'est une merveille. C'est pas du tout le cas de ce qui se passe en Afrique, c'est pas du tout le cas des migrants, c'est pas du tout le cas d'autres gens qui n'ont aucune notion de ça et qui continuent à fonctionner, enfin, à crever de faim, j'ai presque envie de dire, comme il y a 1000 ans ou il y a 2000 ans. Et donc, il y a déjà un clivage qui s'opère, et c'est vrai que c'est ce qui va s'opérer encore plus dans l'avenir, il va vraiment y avoir une espèce d'élite dont nous faisons partie, hein, vous serez bien d'accord, dont nous faisons partie. Donc une espèce d'élite qui va profiter de cela et d'autres gens qui vont subir cela. À une différence près, c'est que cette philosophie du transhumanisme, ce n'est plus l'être humain qui est important, hein, mais ce que la technologie permet de faire de nous fait qu'on va faire l'abstraction de l'être humain au profit de la technologie. Ce qui change tout, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Un jour, enfin j'exagère peut-être, mais on pourra, ça sera vraiment comme un supermarché, on pourra changer de rein, on pourra faire. Il y a déjà aux États-Unis des femmes qui se font faire des liftings régulièrement, il faut que ça se voit. Moi, je trouve ça en tant qu'occidental, en tant qu'européen, je trouve ça monstrueux, mais elles, ça leur va très bien. Enfin, oui, comme si on pouvait changer les choses. Bon, pourquoi pas? Moi, je suis pas hostile à cela, évidemment. Bon, mais ce que la question que je me pose, c'est où nous sommes passés dans cela. Vous voyez, Oui, bien sûr. où est l'espèce d'ineffable d'être intérieur dans ce qui va se produire. D'autant plus que c'est pas le seul changement qu'il y a scientifiquement. Il y en a deux autres qui vont être associés. Il y a le réchauffement climatique, bon, dont tout le monde parle, et dont bon, enfin, on en parle, quoi, bon, mais c'est à peu près tout. Si on le dit à la télé. Ce réchauffement climatique, il va y avoir beaucoup moins de terre, hein, qu'il va y avoir toute une population de gens qui vont pas savoir où loger, puisque leur pays est sous l'eau. Hein, ça commence déjà dans certaines îles. Hein. Ce sont les îles d'à côté qui ont accueilli les réfugiés. Bon, donc, si vous voulez, cette espèce de clivage qu'il va y avoir entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, hein, plus toute cette population dont on n'a que faire, risque de créer un système où, encore une fois, alors, bon, dictatorial, bon, certes, mais en plus, où va passer l'humanité dans cela. C'est vraiment une des choses qui est vraiment, il faut vraiment, je crois, s'interroger là-dessus. D'autant plus que, bon, vivre 100 ans bien, en bonne forme, même 120 ans, c'est très bien, pourquoi pas. Moi, j'arrive à un moment où, voilà, il vaut mieux qu'on construise pour l'espérance de vie que pour les crèches, hein, dans ce qui me concerne. Donc, bon, donc, pourquoi pas, mais encore une fois, la question, c'est de quelle façon c'est fait, c'est-à-dire, au fond, où est-ce que moi j'existe dans cela? Et puis ça pose d'autres problèmes éthiques, c'est que le jour où j'aurai le choix de vivre ou de mourir, c'est-à-dire que le jour où j'aurai réellement le choix de dire, bon, est-ce que j'arrête là ou est-ce que je remplace mon cœur, ou est-ce que je remplace mon foie, hein, qu'est-ce que je ferai? Vous voyez, peut-être que moi j'en aurais marre d'être là, peut-être que j'aurais envie de remonter ailleurs, peut-être que les enfants en auront marre aussi de me voir. Enfin, vous voyez, il y a plein de questions éthiques qui ne se posent absolument pas. Et pourtant, il y a vraiment des questions qui se posent. Si demain j'ai 120 ans, ou même 90 d'ailleurs, hein, et que j'ai la possibilité de continuer encore pour 10 ou 15 ans, hein, qu'est-ce que je fais? Et au nom de quoi? C'est vraiment pas si simple, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est clair. et je ne parle même pas de la psychologie sur, bon, tu es le père, enfin, laisser la place à l'enfant qui, à un moment donné, vous voyez, prend sa place. On voit ça dans la nature, par exemple. Dans la nature, quand vous avez un bosquet d'arbres, vous avez l'arbre dominant qui prend toute la lumière. Donc, du coup, les autres arbres dessous ne poussent pas puisqu'ils n'ont pas assez de lumière n'ont pas assez de soleil, donc pour faire photosynthèse et pousser. Sauf qu'ils en profitent pour grossir, donc pour prendre de la force. Ouais. Et une fois que cet arbre, donc l'arbre dominant, a disparu, est mort, sa vie est mort, alors les autres vont pouvoir pousser. Ils vont pouvoir pousser vers le ciel en étant suffisamment puissants puisqu'ils ont eu à l'ombre de cet arbre la possibilité de forcir. C'est quand même pas mal. Bon. C'est ce qui se passera, vous voyez, le jour où il y aura une espèce de conglomérat, vous voyez, de génération
Alors, je dis pas que j'ai la réponse, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis simplement que c'est des questions éthiques. Ce sont des questions, oui, bien sûr, à se J'en ai poser, bien nulle sûr. part, vous voyez, donc voilà. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai 150 ans, mes enfants en auront 130, mes petits-enfants 110, vous voyez, mes petits-enfants 90. Mmh. Et voilà, quoi, vous voyez, je pense qu'on comprend tous ce que ça peut signifier. Donc, Ouais, mais après peut-être qu'on se pose ces questions-là parce que pour l'instant on a cette, réalité-là que, allez, ça la moyenne c'est 70-80 on va dire et et qu'on a cette vision, enfin vraiment cette vision-là, vous voyez? Mais peut-être que si c'est prolongé, bah, le temps est encore différent, enfin, oui, 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 bien sûr, bien cette sûr. notion de temps aussi, Oui, je dis pas que je dis pas que c'est mal. Encore une fois, puis derrière ça, il y a aussi de vrais progrès technologiques et physiologiques qui permettent effectivement de pouvoir vivre. Aujourd'hui, on vit à peu près bien jusqu'à 80-90 ans. Merci, ouais, c'est quand même super. mmh, Donc, mmh, je ne remets pas ça en cause. Je dis seulement que ça soulève des questions d'éthique, hein, et des questions philosophiques, voilà, auxquelles, au fond, il n'y a pas réellement de réponse. Et, et en plus, là, on parle entre nous, donc de gens qui ont cette écoute humaine. Mais les gens qui mettent du millions dans ça, c'est pas le cas. Quand Jeff Bezos, par exemple, le patron d'Amazon, exploite ses employés comme il le fait, ou il en fait des quasi-esclaves, hein, et qu'il dit moi je sais pas quoi faire de mon fric et dépense de l'argent à ce genre de trucs, en disant dans la presse je ne sais pas quoi faire de mon argent, c'est quand même ces gens-là qui sont aux commandes, vous voyez. Donc là, il n'y a plus bien sûr. tellement de questions d'éthique, de questions humaines. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a cette espèce de double peuple et de double discours, et que ceux qui sont aux commandes ne sont pas ceux que j'ai en face de moi aujourd'hui, Bien et qui sûr. effectivement ont des voilà, ont Oui. ce questionnement-là. Oui, parce qu'il y a aussi cette, réflexion-là qui est intéressante, Ludovic, qui dit, alors c'est un peu mal écrit au début: «Quel est l'être trop d'avoir», enfin, je ne comprends pas bien, 120 ans, si ce n'est que pour travailler, par exemple. Oui, oui, oui. Oui, puis c'est encore une fois, ça va créer vraiment un double monde. Il y a, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui ont pas de quoi manger, enfin, qui ont très peu Ah d'argent. oui, Il y en a beaucoup, beaucoup. Enfin, c'est la quasi-totalité de la planète à peut-être 10% près. Donc, bon, ces gens-là vont pouvoir peut-être vivre jusqu'à 100, 120 ans. Bon. Ou pire, vont devoir mourir à 90 ans, qui n'auront pas les moyens de vivre plus, en sachant que ceux qui ont de l'argent, eux, sont quasiment déjà plus des êtres humains, mais autre chose. Vous voyez. Et c'est comme si on allait créer, au fond, une race soit de sur-race, soit de sous-race. Vous voyez. Donc, mmh, qu'on mettra au profit de ces gens-là, parce que l'air de rien, c'est déjà ce qui se passe. Hein. Faut pas, bon. Mais encore une fois, moi, je ne cherche pas à avoir des réponses. Je ne sais pas ce qui se passera. Je suis aussi un être humain. Et, encore une fois, je suis trop belle sur Facebook et tout ça. Je dis simplement que y a des questions voilà, que tout ça soulève de vraies questions. Donc, oui. donc, Alors je vais juste revenir sur, les commentaires qu'a fait, une personne, par rapport à l'âme, parce que je trouvais ça intéressant. Il faut juste que je retrouve le début. Voilà. Alors, parce qu'il y a plusieurs, morceaux. Alors, c'est, I am to me. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. L'âme est pureté, vérité et amour. Donc l'âme, c'est la pureté de la vérité de l'amour et la pureté de l'amour de la vérité, l'âme. oui, très bien. Alors, il y a une petite suite. L'âme n'a pas de corde vocale, elle s'exprime avec des sentiments et des émotions à travers son cerveau, qui est notre cœur et décodé par l'esprit. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Un détail près toutefois, c'est qu'on va pouvoir transformer, changer, manipuler les émotions. Voilà, Quelle parce est que la place de l'âme dans cela, à ce moment-là? eh oui, Quelle est la place de l'âme, vous voyez, dès l'instant où effectivement l'âme sera pas cette espèce, je vais en parler à la fin de certaines choses qu'on dit sur l'âme, notamment du Jung, de la sensation du jeu, etc. Mais le jour où l'âme n'aura plus cette capacité à vivre, à être, c'est-à-dire que le jour où le monde sera complètement structuré autour de quelque chose de purement mécaniste, avec des formules mathématiques, comment l'âme fera pour s'incarner, pour s'exprimer, où est-ce que nous, on va trouver notre compte? Et effectivement, c'est la grande question. Parce qu'aujourd'hui, on a encore cette capacité, effectivement, de ressentir, d'être à l'écoute.
Mm. d'abstraction, de doute aussi, qui je crois est une des ouvertures de l'âme. Bon. Mais voilà, si demain tout ça est abstrait, qu'est-ce Mm. qu'il advient, vous voyez. Donc, qu'est-ce Mm. qu'il advient donc Mm. c'est là, encore une fois, moi j'ai pas les réponses, je suis quelqu'un vraiment de mon temps, bon, donc je ne reviens pas là-dessus, mais il y a quand même, voilà, je trouve qu'il y a vraiment des questions à se poser, d'autant plus, Alors, oui. oui, d'autant plus qu'encore une fois, ceux qui sont aux commandes ne sont pas ceux qui ont cette sensation de l'âme, par exemple. Oui, bien sûr, absolument. Oui. Il y a une question de Dominique qui dit: «Une maladie a souvent un sens caché ou une expérience à digérer. Quand on remplacera couramment des organes, comprendrons-nous encore un sens aux symptômes?» Oui, oui. Alors ça, c'est quelqu'un qui s'appelait Drouot, Patrick Drouot, je crois, qui faisait des conférences, qui a écrit un livre il y a quelques années, quelques dizaines d'années même maintenant, et qui disait qu'il avait un ami qui avait eu du psoriasis, on lui avait enlevé son psoriasis, il a eu un ulcère, on lui avait enlevé son ulcère, il avait fini par mourir d'un infarctus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on enlevait le symptôme jusqu'au moment où ça se déplaçait et que voilà. Donc, et effectivement, le propos, ça va être ça, c'est le cœur du problème. C'est les gens qui mettent ça en place ne sont pas des gens qui s'intéressent aux symptômes, ce sont des gens qui font tout pour aller bien. Donc, ils s'arrangeront pour aller bien, quoi qu'il advienne. Et la question est de savoir à quel prix. Encore une fois, nous, on est plutôt dans un monde bienveillant. Ce qu'on appelait encore, il n'y a pas si longtemps, dans le droit, un bon père de famille, etc., ou bonne mère de famille, etc. Bon, le problème, c'est que c'est plus trop l'actualité. C'est pas l'actualité, si vous voulez, de la recherche aujourd'hui. Et c'est là où ça pose de vraies questions. Mm. D'autant plus que le réchauffement climatique, il y a toute cette relation à la biochimie et ce travail sur le cerveau limbique qui est fait aujourd'hui. Et qu'il y a un troisième point qui est très important et dans lequel va la science, qui est de considérer qu'au fond, nous ne sommes pas des êtres humains, mais des circuits électriques qui fonctionnent plus ou moins correctement, qui vont dans un sens ou dans l'autre, et que toute la vie est définie par des circuits électriques. Et tant qu'ils peuvent transformer les choses, changer les émotions, faire de nous des supports, je vais y revenir après, des supports à information, au fond, ça marche bien comme ça. Donc pour eux, le cerveau n'est pas le siège de l'âme, contrairement à ce que nous croyons jusqu'à aujourd'hui, quasiment, plus ou moins tous. Hein. Mais le cerveau est un système de circuits électriques qui fonctionne et qui donne des informations. La mémoire sont des circuits électriques. Les émotions sont des circuits électriques. Tout le cerveau fonctionne comme un circuit électrique. Et en décodant ce circuit électrique, ils arrivent à décoder le cerveau. Donc, alors, c'est ce qu'ils croient, mais ça marche déjà sur plein de points. Donc, bon. Donc, à partir de là, l'être humain n'est plus, au fond, le cœur du système. Le cœur du système, c'est le circuit électrique. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire le circuit électrique? Comment on va pouvoir gérer notre électricité personnelle? Comment on va pouvoir gérer l'information? C'est-à-dire qu'en fait, on devient des vecteurs d'information. Par exemple, des boîtes comme Wikipédia, bon, Wikipédia, je regarde, hein, comme tout le monde, mais l'être humain n'existe plus. Ce qui existe, c'est l'information que véhicule cet être humain. Pareil pour Facebook. Facebook, ce qui importe, c'est au fond d'avoir une énorme base, enfin pour les gens qui font Facebook, d'avoir une énorme base de données qu'ils vont pouvoir utiliser. C'est-à-dire que l'être humain n'est plus au fond, au cœur du débat, au centre du débat. Ce qui est au centre du débat, c'est à quoi sert l'être humain, j'ai presque envie de dire, la machine que l'on a en face de soi, à quoi elle va pouvoir nous servir. Donc on n'est plus du tout dans. On devient au fond des espèces d'ustensiles. Ustensiles à relayer l'information, ustensiles en termes de circuit électrique, où va le circuit électrique, à quoi il va être connecté, comment on peut connecter cette électricité pour lui faire acheter tel ou tel produit, ou pourquoi pas peut-être un jour pour le faire aller dans telle ou telle direction. Donc, voilà en fait en quoi enfin, vers quoi se dirige au fond la science actuelle, avec aussi de bons côtés à cela, c'est clair, mais dans lequel on est passé au fond d'une culture de l'être humain à une culture dite transhumanisme, où l'être humain n'est plus au cœur du système. Par exemple, on est presque convaincu aujourd'hui à deux, trois détails près que ces ordinateurs vont pouvoir être plus intelligents que nous.
Il existe déjà des ordinateurs qui ont battu qui ont battu les hommes aux échecs, aux jeux de Go qui étaient beaucoup plus difficiles. Des ordinateurs peuvent faire des symphonies. Aujourd'hui, vous rentrez les œuvres de Bach dans l'ordinateur et vous faites une musique. Vous êtes incapable de savoir si c'est Bach ou si c'est l'ordinateur qui a fait la musique. Donc, on en arrive à une situation, si vous voulez, où bon, on n'est plus que des espèces d'outils ou de machines qui va être utilisé dans un contexte, je dirais, globalisé. Mais est-ce que c'est justement pas là où peut intervenir aussi notre libre arbitre en disant, ben justement, ces réseaux sont quand même intéressants, on peut les utiliser aussi comme à notre avantage, mais justement ne pas se laisser non plus envahir par toutes ces informations qu'on nous donne. Beaucoup de personnes disent, ben moi j'arrête d'écouter aussi la télévision, de se laisser envahir par toutes ces informations qui sont détournées, etc. Donc, on a aussi ce libre arbitre quand même face à cette technologie et face à toute cette masse d'informations. Alors, oui et non, oui. Alors, aujourd'hui, on pourrait dire que oui, bon, sachant qu'on est au début de ce genre de choses. Par exemple, il y a plein d'études qui sont faites où aujourd'hui, les gens de Facebook, par exemple, savent mieux que nous et mieux que nos amis pour qui on pourrait voter, ce qu'on pourrait aimer, etc., à travers les informations qu'ils ont véhiculées, enfin, qu'ils ont récupérées de notre côté. Donc, je vois s'il y a un bruit derrière qui me dérange un petit peu. Donc, bon, le libre arbitre, même s'il existe encore un petit peu aujourd'hui, il n'est pas dit que ça continue encore comme ça. Bon, d'une part. Deuxièmement, la question qu'on peut se poser, au fond, c'est qu'est-ce que le libre arbitre? Déjà aujourd'hui, on peut s'interroger sur entre notre histoire qui nous construit, le transgénérationnel, notre société et autres. Où est exactement notre libre arbitre? Qu'est-ce que signifie vraiment le libre arbitre? C'est aussi une question aujourd'hui qui fait sens. Par exemple, pour les psys et pour les thérapeutes, on sait très bien qu'on va aller chercher dans le passé, dans l'histoire, les sources de nos actes, de nos pensées, de ce que l'on vit. Bon. Donc, si on ne contrôle pas les sources de ce que l'on vit, est-ce qu'on a vraiment déjà un libre arbitre? Bien, d'une part. Et deuxièmement, est-ce qu'on aura un libre arbitre demain alors qu'on sera complètement conditionné à certaines choses? Par exemple, aujourd'hui, si vous regardez ce qui est arrivé l'autre jour, un radiateur comment acheter un radiateur sur Google, après, vous avez des flopées de pubs de radiateurs qui vous tombent sur votre boîte email. Bon, où est mon libre arbitre quand j'ai 10 marques de radiateurs qui arrivent et que j'ai peut-être pas envie non plus de chercher pendant 2 heures vous voyez, le radiateur Nec Plus Ultra qui m'a pas envoyé, qui m'a pas écrit. Donc, la notion de libre arbitre n'est pas si simple. N'est pas si simple, en fait, à déterminer, d'autant plus que déjà aujourd'hui, je sais que ça ne plaît pas toujours, mais je ne suis pas sûr qu'on ait un énorme libre arbitre, qu'on soit réellement décideur de nos vies. Donc, voilà. Mais encore une fois, on n'est qu'au début de ce qui se joue. Alors je sais que c'est un peu désespérant tout ça, mais ce qui pour moi est vraiment réel, c'est-à-dire le constat au fond de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens dans des laboratoires qui travaillent là-dessus. On parle de libre arbitre, ok, mais où est notre libre arbitre si on est conditionné par nos parents, si on est conditionné par ce qui s'est passé pour nos ancêtres, si on est conditionné, si le cerveau limbique, si on est conditionné par des événements qui se sont construits quand on avait 2 ans, quand on avait 3 ans. Vous voyez, au fond, c'est pas si simple. Ce qui existe, en revanche, c'est qu'une espèce de complexité de l'être humain et de pluralité, c'est-à-dire que nous sommes nombreux, donc avec chacun nos différences, qui fait une espèce de richesse, ça clairement, et enfin, pas que l'humanité d'ailleurs, toute la nature a cette richesse, cette beauté qui fait que toutes ces différences font que là, oui, il y a quelque chose de l'ordre du vivant qui peut s'exprimer. Bon. Donc, et ça, aujourd'hui, qu'on ait, je dirais, qu'on ait une prédestination ou pas. Bon. Et là encore, aujourd'hui, il faut vous dire qu'on ne nous voit plus comme des êtres pensants, sensibles, mais comme des circuits électriques. Même la sensibilité est X circuits électriques qui vont dans un sens. On a un interrupteur dans un sens, on l'a allumé à un moment donné dans un sens, puis on l'a allumé dans l'autre. Bien.
Et c'est aujourd'hui comme ça que fonctionne la science. Alors, bon, ça va nous apporter plein de bonnes choses, ça c'est sûr. Encore une fois, au niveau de qualité de vie, enfin, en tout cas chez nous, enfin, dans les pays occidentaux, en termes de qualité de vie et autres. En revanche, voilà, dans cette espèce de confort que nous avons déjà et que nous allons avoir, où est l'âme? Où est l'espèce d'authenticité où on peut être sûr que là, il y a quelque chose de nous qui existe. Et c'est ça, en fait, qui va être la vraie question enfin, dans le futur. Et c'est là où il ne va pas falloir, en fait, oublier ça, parce que sinon, on va se perdre, et on va se perdre en tant qu'humanité, pas seulement en tant qu'être individué. Donc, et c'est ça qui, je trouve, est important aujourd'hui. C'est de sentir que, voilà, il y a un espace en nous, même si on ne le comprend pas, même si on ne le ressent pas, quelquefois, ou tout le temps d'ailleurs, où il y a quelque chose de totalement individuel, totalement personnel, qui nous est relié et qui est peut-être lié à autre chose en nous, et autre chose au-delà de nous, qui est l'humanité, qui est le divin, qui est des choses comme ça. Donc, ou pour si on est plus du côté de Spinoza, relié à la nature, enfin, un être naturel qui serait conscient, qui serait conscient. Donc, voilà en fait ce que je voulais partager des expériences actuelles. Et alors, la question, effectivement, est-ce qu'est l'âme? Alors, il y a une jeune femme, je pense, qui en a donné une définition qui, je trouve, est très belle, bien. Les philosophes grecs disaient que l'âme, c'est ce qui anime. Donc, c'est l'espace en soi qui fait qu'on est animé. Bon, c'est une autre définition qui est plus large, donc, et qui inclut pas forcément que des espaces de beauté, de joie, mais aussi autre chose de peut-être plus moteur. Bien, Jung lui parlait du jeu qui était un reflet du soi. C'est-à-dire que pour lui, l'âme, c'est un espace intérieur qui est derrière tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on regarde, et qui est un reflet d'une conscience plus cosmique, de plus universelle. Donc, pour Jung, par exemple, quand je regarde cet écran, l'âme, c'est l'espace derrière qui va regarder. Donc, c'est pas un espace, vous voyez, qui est formé, je dirais, d'une certaine façon. C'est comme un espace, simplement, qui va agir, qui va bouger, qui va penser, qui va aimer, qui va désirer, qui va avoir des émotions ou ne pas en avoir, ou qui va cérébraliser. Donc, c'est cet espace-là. Et cet espace-là, pour lui, alors c'est ses croyances à lui, était même pas relié, était un reflet de l'âme universelle. Ce qui veut dire qu'à travers chacun de nous, il y avait au fond une conscience de l'universel. Nous étions chacun de nous un reflet du tout. Bon, je trouve que c'est pas mal. Pour les Grecs, l'âme, c'est ce qui anime. Donc, bon, c'est aussi assez ouvert. Je trouve que c'est pas mal aussi. Bah, ça veut dire quoi en fait? L'âme, c'est ce qui anime. Là, voilà, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que en fait, ils associent l'âme à quelque chose de l'ordre de ce que nous on appellerait le vivant, par exemple. C'est-à-dire, c'est pas une pensée, c'est pas une émotion, c'est pas une croyance, ou c'est le vivant en nous. Voilà, le vivant en nous, et donc dans le vivant en nous, c'est ce qui anime. D'accord. Vous voyez, donc alors c'est ce qu'ils disent maintenant. Oui, bien sûr. Pour les catholiques, l'âme, c'est beaucoup plus concret. Hein, c'est vraiment la part de compassion qui est reliée au Christ, donc, et à l'Esprit Saint. Pour les Juifs, c'est la partie de nous qui fait une convention, avec le divin pour cheminer. C'est-à-dire que c'est l'alliance entre Dieu et cet espace-là qui fait l'humanité. Pour les Juifs kabbalistiques, l'âme, c'est la partie de Dieu qui est en chacun d'entre nous. Vous voyez, comme si, au fond, pour les Juifs de la Kabbale, en fait, on est toute une partie de l'Adam. C'est l'Adam de la Bible, d'Adam et Ève. En fait, en faisant schématiquement avec Ève, en faisant des enfants, en se démultipliant, ben, ils ont coupé leurs âmes en autant d'êtres humains aujourd'hui qu'on a. Donc l'âme, c'est cette partie d'Adam. Et
pour la Kabbale, en fait, le Messie donc reviendra, c'est quand l'âme d'Adam primordiale sera renouvelée, quand l'âme d'Adam sera refaite un, c'est-à-dire quand on aura chacun un niveau de conscience suffisant pour être relié. À ce moment-là, on reliera l'âme, on redeviendra une seule connexion les uns avec les autres, pas dans un seul corps, mais dans différents corps, mais on aura cette connexion qui fait qu'on sera tous un. Donc, à ce moment-là, ben, on sera redevenu, l'âme de l'humanité sera redevenue une et sera donc redevenue Adam. Et donc, vous voyez, donc, des définitions de l'âme, il y en a beaucoup. Après, je dirais que dans toutes ces définitions, il y a quelque chose qui domine, qui est la notion d'individuation, c'est-à-dire la notion de être un individu, être une étincelle de lumière, c'est une autre définition, être une étincelle en soi. Et donc, et au fond, si j'avais envie de faire cette web conférence, c'était pour arriver à associer, au fond, cette étincelle de lumière qui est en nous, avec tous ces progrès, ou pas, je ne suis pas sûr que tout soit un progrès, mais bon, tous ces progrès, et comment ne pas s'oublier nous en chemin, et comment aussi peut-être faire en sorte que l'humanité ait conscience de cela. Vous voyez, que l'humanité ne se perd pas en chemin au profit de certaines personnes qui vont nous exploiter. Enfin, je dirais, ils le font déjà, on ne va pas entrer dans ce débat, mais là, il va vraiment y avoir deux clans, quoi. Le clan de ceux qui peuvent et le clan de ceux qui subissent. Donc, absolument, oui. avec un clivage net au milieu, vous voyez. Il y aura toujours, comme aujourd'hui, de toute façon, cette dualité-là. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a Ayam Toumi qui donne sa définition de l'âme est une perle précieuse, lumineuse, de connaissance, mise dans notre cœur par Dieu. Elle ne craint pas la mort, ni la guerre, ni la souffrance, ni la misère. Seul l'ego éteint sa flamme. Oui, ça, alors je trouve ça superbe. Et il va rajouter l'âme ne juge jamais. L'âme, pour l'atteindre, il faut. Ah, du coup, j'ai pas la suite. Bon. Oui, oui, je sais. Je remets la première partie. Oui. Voilà. Oui, mais nous ne sommes pas que des âmes. On l'est peut-être, mais pour moi, on n'a pas forcément conscience. Et des gens souffrent. Des gens souffrent. Des gens souffrent. Des gens profitent de ces faiblesses, de ces souffrances. Des gens en exploitent d'autres. Alors peut-être que l'âme est à cet espace-là, peut-être que l'âme est éternelle. Moi, je pense aussi des choses comme ça. Peut-être que l'âme a une conscience aiguë de l'amour, de la compassion. Peut-être que l'âme sent qu'en chaque être, il y a un frère, par exemple, ou une sœur. Voyez, et qu'on est tous qu'on est tous frères et sœurs, bien sûr. Et quand on est touché par les gens et quand on touche les gens avec qui sont à fleur d'âme, je dirais, ça se sent. Je ne fais pas forcément allusion, genre dans notre monde. Bon, je n'ai pas envie de franchement raconter ma vie, mais m'est arrivé d'aider des gens qui d'ailleurs ne le demandaient pas forcément, mais qui étaient vraiment dans grand besoin, et l'espèce il y a vraiment une espèce de fraternité entre nous. Et là, l'âme ressurgit à ce moment-là. Et c'est pas un être qui aide quelqu'un qui n'aime pas, non, qui n'a pas. Non, c'est deux frères qui partagent quelqu'un, qui partagent un instant. Et là, il y a deux sœurs. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de l'âme. Tout ça existe, bien sûr, mais ça existe encore aujourd'hui parce qu'on a cette possibilité, parce qu'on est au début de ces recherches. Mais si demain, on est complètement conditionné par l'histoire, je ne dis pas que ce sera terminé, évidemment, puis on ne peut jamais savoir ce qui sera demain, mais je trouve que c'est intéressant de le savoir dès maintenant. Oui, bien sûr. Il y a Dominique qui dit « l'âme agit de la vie ». Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui. Là, mais ce qui anime, ça rejoint le vivant en soi, des choses comme ça. Bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elles deviendra demain, et comment surtout on pourra y avoir accès si on n'a plus confiance dans nos pensées, si on n'a plus confiance dans nos émotions, dans nos sentiments. Vous voyez, donc quelque chose qui fonctionne très bien et auquel je ne comprends pas grand-chose, c'est que je me dis que l'âme, au fond, est ce qui doute. Et ça m'aide.
parce que ça me permet au fond, de revenir à quelque chose de moi qui est plus un questionnement et donc une ouverture vers quelque chose. Mmh. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas comme une question, les questions qui suis-je. C'est des questions auxquelles il faut pas répondre. Enfin, le but n'est pas d'avoir une réponse. Le Bien but, sûr. c'est un retour vers soi. Voilà, où tout d'un coup, on revient à soi, on dit tiens, là je respire, ou là tiens j'ai mal quelque part, ou là je pense à ça, vous voyez. Donc ça change tout le temps, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est une permission de revenir. Et moi, pour moi, souvent, quand je me pose la question de l'âme, je me dis oui, l'âme, c'est ce qui doute. En plus, ça m'arrange bien, hein, parce que bon, ça m'arrive quand même assez souvent, contrairement à quand je pérore comme ça pendant une heure, mais bon, ça m'arrive assez souvent. Donc, et, euh, et puis c'est vrai que voilà, c'est des questions que je pose. Je suis aussi très très humain, avec aussi, quand je vois le médecin qui me fait un truc pour avoir moins mal, je suis quand même drôlement content. Donc, quand je commence à sentir de rhumatisme et de me dire que bon, que demain ils auront peut-être un pilule miracle, il faudra que j'en aurai moins, ça ne me déplaît pas outre mesure. Donc j'ai aussi cet aspect-là. Oui, Donc, bien sûr. euh, et en Alors, même temps, il y a Dominique. Ah oui, pardon. oui, oui. Il y a Dominique qui dit, alors attendez, hop, c'est ça. Peut-être que l'âme est l'observateur qui, en physique quantique, influence son observation. Oui, oui, c'est possible. Ça peut être aussi l'ego pour le coup, puisque alors ça, c'est vraiment très intéressant. Parce qu'en physique quantique, au fond, dans le chat Schrödinger, l'expérience à laquelle elle fait allusion, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Et la seule chose qui peut le savoir, c'est effectivement l'observateur. Donc, dans ce sens-là, l'âme et peut-être l'observateur qui va déterminer l'expérience, qui va déterminer si le chat est vivant ou mort, donc, ou ce qui va déterminer ce que l'on voit de sa vie. C'est vrai, mais là, pour le coup, l'âme peut être aussi extraordinairement teintée d'ego, ne serait-ce que parce que si mes émotions sont joyeuses, ce que je vais voir va être plutôt joyeux, donc je vais avoir cette tendance d'amener ça. Mais si mon émotionnel est plus triste, alors quand je vais ouvrir la boîte, je vais peut-être y voir quelque chose de plus dramatique. Donc, euh, donc, si effectivement il est probable que l'âme participe à l'expérience, est-ce que l'âme est la seule chose qui participe à l'expérience? Ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Et ça, en tout cas, ça met en lumière le côté ineffable de l'âme. C'est-à-dire qu'au fond, il est difficile de lui donner une définition réelle. C'est-à-dire que derrière ça, il y a cette espèce d'absolu ou de vide dans lequel on s'est construit. De la même façon qu'il y a cette espèce de totalité dans la boîte et que c'est l'observateur qui va déterminer au fond ce qu'il voit de cette totalité. Donc, je ne sais pas si je suis clair ou. Oui, je pense que oui, oui. Merci. Oui. Oui, oui. Mais c'est vrai que, alors, encore une fois, c'est difficile de définir l'âme. En revanche, on peut essayer de voir, je dirais, son contour, c'est-à-dire de percevoir ce qui lui permet d'exister. Et dans cela, il y a effectivement il y a l'absence ou le retrait ou quelque chose où on permet à autre chose en soi que l'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas de s'exprimer, d'une part. Il y a aussi des valeurs que l'on nous a données. On a parlé d'amour, de beauté. Oui, je pense que ces choses-là sont des permissions aussi de nourrir la préciosité en soi, je dirais. Donc, cette partie de l'âme, il peut aussi y avoir d'autres choses dont j'ai pas forcément, auxquelles je ne pense pas forcément aujourd'hui. Euh, euh, il y a cette acceptation du tout aussi quand Jung dit que le jeu, donc l'âme est un reflet du soi, donc nous sommes chacun d'entre nous un reflet du grand tout, ça suppose aussi il y a une espèce de curiosité du grand tout, d'écoute du grand tout, qui peut être aussi une des qualités de l'âme, c'est-à-dire l'écoute de quelque chose qui n'est pas nous. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant à observer. Mais c'est pas du tout ce que dit la science aujourd'hui. La science dit nous sommes des circuits électriques. Et en bidouillant les circuits électriques, on va arriver à faire ça, ça aussi. Voilà. Et effectivement, Mais nous ne sommes pas que ça. c'est à souhaiter. Mais
encore une fois, rien n'est démontré. Peut-être que l'âme est une. Peut-être que l'âme n'existe pas, on ne sait pas. Peut-être que c'est un circuit électrique un peu derrière, vous voyez, et qu'un jour il sera déterminé. Ce qui, moi, bon, je ne vous cache pas que c'est un monde que je ne veux pas voir. Là, je suis très très clair. Je tiens à continuer à rêver à l'âme, à espérer l'âme. Donc, c'est pas du tout mon propos. Mais voilà, c'est vraiment ce qui est important derrière ça, c'est est-ce qu'on a envie de lâcher l'humanité au profit du transhumanisme? Est-ce qu'on a envie de laisser les machines diriger nos vies? Parce que c'est ça la vraie question. Que cette machine nous fabrique un nouveau cœur, ou que cette machine nous dise quoi acheter en impulsant un truc dans une puce qu'on aura dans le bras et qui sera connecté à l'écran qu'il y a devant nous dans un supermarché, ce qui existe déjà en l'occurrence. Oui, ça existe, ça commence à exister, bien sûr. Donc, vous voyez, donc au fond, la question, c'est ça. Est-ce qu'on a envie de laisser le pouvoir aux machines, sachant que des gens intelligents et qui le sont même beaucoup plus que moi et beaucoup plus instruits que moi, savent que les machines, un jour, seront plus intelligentes que les hommes. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il n'y a que deux choses aujourd'hui qui empêchent les machines, enfin les ordinateurs, d'être supérieurs à l'homme. La première, c'est que les ordinateurs peuvent faire des symphonies, ils sont incapables de faire des ballets. Ils peuvent faire des musiques supérieures aux musiques que nous avons faites. Ils peuvent faire des danses qui sont supérieures aux danses que nous avons faites, mais ils ne peuvent pas mettre les deux ensemble. C'est pour ce moment une impossibilité mathématique pour un ordinateur. Et l'autre chose, alors ça devient très très compliqué, c'est une loi mathématique et la loi de Gödel, je crois, qui a été faite dans les années 30, qu'ils appellent la loi du. Attends, j'ai peut-être. Ah oui, le théorème d'incertitude, qui est que en fait, les ordinateurs fonctionnant sur un système binaire, donc 1 ou 0, un ordinateur ne peut pas répondre à une question comme par exemple je ne dis que des mensonges. Parce que la phrase, donc, qui sont des impulsions électriques, surtout c'est une impulsion électrique, cette phrase je ne dis que des mensonges est une impossibilité pour un ordinateur. Parce que si je ne dis que des mensonges, alors je dis la vérité, donc ce n'est pas un mensonge. Hein, et si je ne dis vraiment que des mensonges, hein, donc la phrase que je dis est fausse aussi. Donc je dis la vérité. Vous voyez, donc, vu que dans le truc 1 ou 0, c'est impossible à l'ordinateur de mettre ça en place. Donc, tant qu'il n'aura pas résolu ça, et tant qu'il ne saura pas faire de balai, on a une longueur d'avance. Bon, alors, la question, peut-être qu'ils n'y arriveront jamais. Peut-être qu'un jour, bon, alors je dis ça en rigolant, mais n'empêche que, voilà, il y a ce monde-là d'un côté, hein, et il y a une effable de l'autre. Et la question est de, voilà, et comment on va pouvoir associer les deux, parce qu'on ne pourra pas, enfin, on peut aller un peu contre la science, bien sûr, mais on ne pourra pas totalement s'abstraire de cela. Quoi. Donc, bon, j'espère que c'est pas trop une vision tragique du futur. En plus, le futur, on en pense beaucoup de choses et il n'arrive pas forcément quand on l'attend. Hein, donc, non, absolument, oui. Mais c'est vrai que j'entends tellement de choses se dire, si vous voulez, ou se penser, ou espérer, vous voyez, sur plein de choses. Et puis, bon, j'entends ça, et puis je vois aussi ce qui se joue derrière. Et je me dis que, voilà, qu'il est temps aussi de se rendre compte de tout cela. Oui, bien sûr, et c'est important. Donc, il y a Alain qui parlait du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le libre arbitre de son choix responsable, celui qui ôte toute excuse, et innocente, celui qu'on accuse de ses propres problèmes. Oui, pourquoi pas, c'est effectivement une définition, bien sûr. Mais ça n'enlève pas le fait que, par exemple, comment est son prénom, j'ai oublié son prénom, c'est... Alors, c'est un pseudo, c'est I am to me. D'accord. Donc, si I am to me, par exemple, a un ange gardien qui est dans la compassion, effectivement, la phrase qu'il décrit est réellement un libre arbitre. Mais si I am to me est un ange gardien qui est sur la colonne de la rigueur, donc de l'autre côté de la cabale, alors il est complètement prédestiné par son ange, puisque c'est quelque chose de très rigoureux, très structuré, hein, sur prendre ses responsabilités. Et là, on est dans la colonne de la rigueur. Donc, effectivement, si sa propension était peut-être plutôt de l'autre côté, alors il est dans son libre arbitre et dans son choix personnel. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas déterminé par son histoire, par plein de trucs, son karma, enfin bon. Peu importe, il est dans un choix qu'il a fait, dans une construction que lui décide. Mais si en revanche, il est né sous l'hospice de la rigueur, donc alors il est prédestiné par son ange. Alors est-ce qu'il le sait?
voyez, c'est pour dire que toutes les questions ne sont pas si simples, en fait. Bien sûr. Mais bon, en même temps, on est qui l'on est. Matrix, si Matrix a eu tant de succès, c'est qu'au fond, il y a un côté extrêmement sombre dans Matrix, mais Oui. peut-être qu'il y a un fond de vérité aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'on est, d'une certaine façon, les jouets des âmes, vous voyez. C'est-à-dire ce monde dans lequel Matrix intervient à un moment donné, ils sont tous allongés dans une espèce de dictature terrible. Enfin bon, alors là, pour le coup, ça va à l'encontre de tout ce auquel je crois. Mais peut-être qu'on est simplement le jouet d'âmes qui sont quelque part et qui cherchent plus ou moins, vous voyez, à nous faire rencontrer certaines situations. Euh, donc, des gens pensent par exemple que l'ange gardien est la partie de l'âme qui est au-delà de nous, c'est qui n'est pas incorporée, vous voyez, ou qui n'est pas connectée à la vie. Donc, ça rejoint quelque chose comme ça. Donc, et peut-être qu'effectivement, on a cet espace-là. Et ça Oui. fait écho au cerveau limbique qui, lui, ne s'intéresse qu'à l'expérience. Donc, et dans l'expérience que nous vivons ce soir, par exemple, on n'a ni passé ni futur, puisqu'il est purement dans l'instant présent, hein, et nourrit quelque chose de ce monde-là de l'instant présent. Hein. Donc, qui est le monde, effectivement, du lâcher-prise, de l'instant, et qui est le monde qui permet toute la relation au mysticisme, à l'écoute, à des choses comme ça. Donc, Alors, il y a une question de Dominique. Enfin, c'est pas une question. Enfin, si. Un célèbre géobiologue a une théorie comme quoi une âme peut être identique pour jusqu'à 5 incarnations simultanément, juste pour ce qui concerne les humains, sœurs jumelles. Qu'en pensez-vous? Alors, déjà, les Tibétains pensent la même chose. Les Tibétains pensent qu'une âme peut se réincarner dans plusieurs corps différents. Donc, ce géobiologue n'est pas le seul à penser comme ça. Oui, si on en croit la Kabbale, c'est la même chose, puisque cette l'âme d'Adam s'est démultipliée à ce point. Il n'est pas impossible qu'il n'y ait qu'une âme, parce que là, on parle en termes de dizaines, de centaines de milliers d'années. Donc, il n'est pas impossible qu'une âme effectivement s'incarne dans plusieurs êtres en même temps, ou des choses comme ça. C'est pas du tout. Pour moi, c'est pas une chose antinomique. En plus, c'est vrai que nous, on est séparés par nos corps, donc on a une tendance, je l'avais déjà dit ça, je crois, dans un ancien webinaire, c'est un truc qui me dit quelque chose. Parce que nous, on est séparés par nos corps, donc effectivement, on a tendance à considérer l'âme comme quelque chose de purement personnel. Mais plus on monte en vibration, moins on est séparés, puisqu'on va si on prend à tirer des chakras, on va du 7e chakra, donc là où on est séparés par nos corps, au premier chakra où on est tous un, c'est-à-dire qu'on est une seule et même entité. Donc, au passage, on peut tout à fait, effectivement, avoir des liens. Oui. Okay. Et moi, j'ai vu des êtres qui étaient, des êtres qui étaient décédés depuis longtemps, dont je suis convaincu qu'ils étaient réincarnés et qui pourtant que j'ai senti à des moments. Donc, ce qui veut dire qu'on peut peut-être aussi être incarné sur un plan, désincarné sur l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus malléable, beaucoup plus mobile qu'on imagine. Okay. On dit que quand on rêve, nos âmes partent, donc voyage. Donc, et je crois aussi pas mal en cela. Donc, alors, il y avait une question. Alors, c'est pas vraiment dans le sujet, mais pourquoi pas? Enfin, je vous la pose quand même, Philippe. C'est Nicole qui dit: Est-ce que c'est normal que je suis toujours fatiguée? J'ai le goût de rien. Alors, est-ce que c'est normal? J'ai envie de répondre non. Surtout la façon dont tu as posé la question, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue derrière. Il y a une souffrance, une difficulté. Donc, j'ai envie de répondre non, ce n'est pas normal. Maintenant, la question est de savoir ce qui se joue. Est-ce qu'il y a des choses très concrètes qui s'opèrent? Est-ce qu'il y a des difficultés dans sa vie au présent? Est-ce que c'est, peut-être ça peut être aussi physique, biologique, ça peut être un problème de santé. Ça peut être aussi effectivement que c'est quelque chose qui ne convient pas dans le chemin de l'âme, ça arrive aussi. Donc ça, clairement. Mais vous voyez, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce n'est pas une question liée à ce webinaire, mais c'est au fond toute la question de ce webinaire. Est-ce qu'on s'est autorisé demain à avoir ce type d'émotion et à avoir ce type de questions? Et c'est vrai que ça paraît étrange, mais je vous assure que c'est la vraie question aujourd'hui qui s'opère.
Et vous regarderez plus, vous verrez la télévision demain, enfin, vous regarderez les infos ou autres, et vous le verrez, vous verrez à quel point c'est tellement présent. Quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, une boîte comme Facebook, à travers les données qu'il a, c'est mieux que vous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, avec qui vous pouvez voter, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Alors, c'est des mots, puis moi je suis une génération, on s'est tellement battu pour la liberté individuelle et compagnie, c'est vrai que je me rends compte que ça n'a pas de sens. Enfin, je me rends compte du clivage qu'il y a entre moi, que ça choque, et mes enfants qui, bah ouais, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, vous voyez que ça ne dérange absolument pas. Et c'est là où je me rends compte à quel point quelque chose est en train de changer. Et derrière ça, c'est pas que Facebook sache pour qui j'ai voté, ça me fait ni chaud ni froid, même s'il me demande, je peux lui dire, ça lui fera une confirmation, mais c'est derrière ça, c'est au fond quelle part d'authenticité nous on peut garder, quelle part d'authenticité peut garder nos enfants, de quelle façon ils peuvent encore dire je. Vous voyez, c'est toute ça, c'est ça la question. La question de l'âme, au fond, c'est ça, c'est à quel moment je peux encore dire je. En acceptant que je me trompe, parce que le jeu est peut-être conditionné par mes parents, ma famille, mon histoire et compagnie, mais au moins d'assumer ce jeu. Vous voyez. Et ça, c'est hélas de moins en moins sûr. Oui, ça c'est important, ouais, assumer. De toute façon, même si on est influencé en fait par nos parents, nos générations passées, etc., ça fait partie aussi de la constitution de notre jeu. Oui, c'est ça. Et puis c'est une influence qui reste une influence, je dirais entre guillemets naturelle, Oui, humaine. Vous voyez, bien sûr. Bah oui, c'est pas des machines et des gens derrière qui vous conditionnent pour ça. oui, voilà. D'autant plus que le but de la manœuvre, c'est d'être un jour un outil au service des machines et non pas l'inverse. Vous voyez. Et c'est là où c'est là où il faut vraiment pas se tromper. Aujourd'hui, on est un outil dans vos profils d'information. On le dit, hein, quand vous n'êtes pas le client d'un site internet, c'est que vous êtes son produit. C'est Ouais, qu'on utilise vos données pour. Bon, et la plupart du temps, on est les clients et le produit, parce qu'on peut aussi acheter et être quand même le produit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'existez plus en tant qu'identité, mais en tant que produit. Je ne sais pas si ça existe maintenant, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis. Si Facebook est gratuit, c'est qu'ils utilisent toutes nos données pour les vendre ailleurs, pour les utiliser, et qu'ils trouvent ça légitime de le faire puisque c'est gratuit. Ce qui, déjà d'une part, associe l'espèce humaine à uniquement un but mercantile, c'est-à-dire on est ou pas vecteur financier, donc et rien d'autre, qui est quand même, bon voilà, hein. Et en plus, en fait, ils vont utiliser ce que l'on est pour utiliser l'information, pour vendre des produits, pour vendre. Ils ont vendu, je crois, des trucs aux États-Unis. Il y a eu un scandale en Angleterre parce qu'ils ont vendu des partis politiques. Il y a eu un scandale il y a 2 ans de cela. Ils ont vendu à un parti politique des listes de personnes. Enfin, bon. Donc, vous voyez, bon, je ne suis pas là pour être défaitiste, je ne le suis pas en plus, c'est pas mon discours, mais c'est pour dire qu'il faut avoir conscience du monde dans lequel on est. Et voilà, et là, au fond, la seule chose qu'on peut changer, c'est en étant conscient de ce jeu, en étant conscient de son identité à soi. c'est ça. Peut-être de temps en temps de faire des actes politiques, hein, ou idéologiques autour de cela, pour nourrir cet espace-là. C'est possible aussi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est important de temps en temps, voilà, de remettre un petit peu ces discours-là, comme vous le faites ce soir, hein, pour vraiment Oui. faire prendre conscience que voilà, demain ou même tout à l'heure, on ne regardera pas peut-être de la même manière tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait notre quotidien, les informations, la télévision, les réseaux sociaux, etc. Mais ça ne nous empêchera pas non plus de rester, voilà, et du moment qu'on en prend conscience, je pense qu'on peut rester aligné aussi avec son âme et qui je suis. Oui, c'est la seule façon de l'être vraiment. Par exemple, aujourd'hui, même en tant que, par exemple, la méditation est un produit, donc nous sommes des produits pour des gens qui vendent de la méditation. C'est pas un problème, hein. Dès Ben l'instant non, où, non, dès l'instant où on se situe, dès l'instant que l'on sait ce que l'on veut, hein, dès l'instant où on sait comment on va utiliser le ouais, produit en question, et, vous voyez, il y a une espèce d'équilibre qui s'opère, qui fait que tout va bien. Mais si demain on oublie ça pour telle ou telle raison, alors ce jour-là, on sera perdu.
Ah, Et ouais, c'est ouais. utiliser le monde tel qu'il y a. En psychologie, alors ça, c'est pas nouveau, c'est depuis toujours. On dit dans une relation, il y a une double relation. Il y a la relation sujet et la relation objet. C'est-à-dire Mm. que, en fait, on est toujours l'objet de quelque chose. Si vous allez acheter le boulanger est l'objet de votre désir d'acheter du pain, par exemple. Donc, de cette façon-là, le boulanger est un objet, l'objet de notre désir. Bon, objet en psychologie, ça ne veut pas dire que c'est un meuble. Ça veut dire que c'est au fond l'expression d'un désir. Donc, bon. Donc le boulanger est l'expression du désir d'avoir du pain. En cela, il est l'objet de notre désir. Bon. Mais il est aussi un sujet. C'est qu'on ne voit pas un boulanger comme une espèce de miche de pain. On le voit aussi comme un être humain qui fait quelque chose, qui fait un métier que l'on peut même au demeurant respecter ou pas, c'est pas le débat, mais on le voit aussi comme un être humain. Donc il y a la relation objet, il y a aussi la relation sujet. Vous voyez, pour prendre un contractuel, par exemple, qui a une relation objet, il est là pour incarner la loi, on en pense ce qu'on veut, mais il est là pour ça. Il est l'objet, on est l'objet de quelque chose, il est l'objet de quelque chose, mais c'est aussi un être humain. On voit un homme, une femme en face, avec des émotions, avec des sensations, on s'adapte à lui. Nos cerveaux limbiques et néocortex s'adaptent à ce qu'il est. Il est aussi un sujet. Bon. Mais ça ne peut fonctionner qu'entre êtres humains. Ça ne fonctionne pas entre un ordinateur et un être humain. Il est 22 heures. Oli, ouais, qui me dit régulièrement quand c'est l'heure. Sinon, ça ne fonctionne pas entre un ordinateur et un être humain. Et aujourd'hui, nous sommes des réceptacles d'ordinateurs. Je sais que c'est un discours qui n'est pas très usité, mais qu'on le veuille ou pas, Facebook est une machine. Donc, bon, et c'est loin d'être la pire. Euh, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont convaincus que nous sommes des circuits électriques et qu'en bidouillant ce circuit et ce circuit-là, ils vont arriver à nous faire penser ça ou à nous enlever telle maladie. Pourquoi pas? Vous voyez? Mais voilà, vous voyez, le paradis est pas loin de l'enfer dans l'histoire et c'est vraiment important de rester en soi, de revoir au fond qui l'on est et de ne pas oublier ce jeu JE, hein, où est-ce qu'on se situe, ce doute peut-être, ou cette âme, ou cette perception de la beauté en s'interrogeant sur ce qu'est la beauté aussi, parce que l'amour, c'est bien joli, mais c'est aussi entaché de névrose et quelquefois de violence et de plein de choses. C'est pas seulement derrière la compassion, derrière le mysticisme, il y a toute une biologie, enfin, il y a plein de choses très chimiques qui se perdent dans le corps. Donc aujourd'hui, c'est nourri par nos bactéries, c'est nourri aussi par de l'endorphine, de l'ocytocine, enfin, des choses comme ça. Mais demain, ça sera peut-être nourri par une pilule. Donc, vous voyez, ou par autre chose. Donc, c'est là où on perdra complètement le sens de ce que l'on est. Ok. Bah, merci beaucoup, Philippe. C'est un plaisir pour moi. J'espère que je n'ai pas été trop tristoun. C'est pas mon débat. C'est pas le débat habituel, non, évidemment, mais c'est pour. Je comprends moi le sens de tout ça, c'est de faire prendre conscience. Ouais. Et justement, du moment qu'on en a conscience, on va pouvoir quand même l'utiliser ou voir les choses différemment aussi. Exactement. C'est ça. Voilà. Exactement. Utiliser ça nous apporte, tout en étant très conscient de se demander où on est exactement. Qu'est-ce qu'on ressent exactement? Le plaisir, c'est une histoire de biochimie, c'est une histoire de chimie, si vous voulez. Oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous arrive quand on a des événements heureux. Bon. Demain, ça nous arrivera aussi parce qu'on provoquera ces événements heureux. Et ce n'est pas la même chose. Donc, surtout si en plus c'est une machine, c'est quelque chose d'inhumain ou de déshumanisé qui nous l'apporte. Et bon, très bien, on en profite tous, ça c'est pas le débat. Le débat, c'est de se dire au fond où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, où est notre âme, où est notre conscience, où sont nos valeurs aussi, parce que on vit aussi aujourd'hui une époque où le plaisir est vraiment fait la loi. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule valeur qui soit. Il y en a peut-être d'autres aussi qui sont importantes. Donc, il y a aussi ça qui est bon. Mais simplement, voilà, de sentir où nous sommes en tant qu'humains, en tant qu'être humain, dans un monde qui se déshumanise. Alors, pas dans un sens péjoratif, mais dans un sens où ce n'est plus l'être humain. Voilà, l'être humain prend une place qui n'est plus forcément centrale. Oui, absolument. Bon,
Donc voilà ce que j'essayais de transmettre. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup. donc voilà. Encore une fois, c'est pas, je le vois plutôt comme un questionnement. C'est pas Oui, c'est forcément. exactement ça, mais c'est exactement ce que voilà, et justement Claire aussi écrit: «Merci de nous faire réfléchir et de réveiller ce que nous avons comme libre arbitre». Oui, c'est ça, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut aussi, voilà, mais ce qu'on fait tous, hein, mais absolument tous, mais voilà, il y a aussi une espèce d'acte idéologique, de conscience idéologique où il ne faut pas s'oublier en chemin, vous voyez. C'est ce qui se passe dans pour le réchauffement climatique en ce moment. Quand j'entends, voilà, toute cette pub qui est faite autour de il faut trier ses déchets et compagnie, ok, moi je suis d'accord, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais que je vois aux infos, il y a une quinzaine de jours, qu'ils ont fait une espèce de serre immense en Bretagne, allumée 24, enfin éclairée 24 heures sur 24 pour faire pousser des tomates qui désorientent les oiseaux et compagnie. Enfin bon, bref, je me dis, voilà, il y a quand même deux mondes. Il y a le monde de ceux qui trient leurs déchets, j'ai presque envie de dire le bon peuple qui trie ses déchets, et puis il y a ceux qui vous font des serres géantes. Voilà. Et bon, et pour le coup, je me dis, mais est-ce que voilà, est-ce qu'il faut continuer à trier ses déchets ou est-ce qu'il ne faut pas utiliser son électricité personnelle pour aller foutre le feu à cette serre? Vous voyez, on peut s'interroger aussi. Bon, je ne dis pas que c'est mal. Vous voyez, c'est pour dire que voilà, Il y a il y a un monde entre voilà, et on se fait vraiment, enfin, c'est même pas qu'on se fait manipuler parce qu'à la limite, on est OK avec cela, mais voilà. Ce qui est important, c'est de se sentir où on est soi. Voilà. C'est d'utiliser le monde tel qu'il est, avec les outils ou les produits qu'il nous procure, sachant qu'on est aussi son produit quelque part, mais acceptant l'idée qu'on n'est pas forcément d'accord pour se laisser faire. ouais, absolument, et merci de ce beau discours que vous avez fait tout au long de la soirée. Il y a Dominique qui dit merci, merci, merci. Voilà, donc ça parle évidemment, et c'est vrai que c'est ouais, c'est intéressant, vraiment intéressant de voilà, Ayam, du coup, qui a pas mal mis de choses. J'ai pas pu lire tout ce qu'il a écrit parce qu'il a été très actif sur le chat, mais je pouvais pas non plus à chaque fois tout lire. Mais voilà, oui, merci Philippe, je suis d'accord avec lui. Heu, Fleur, infiniment merci Philippe pour vos partages et votre sensibilisation. Et merci Fanny, merci. Ouais, c'est vraiment intéressant. Je savais que ça allait être intéressant. C'est amené effectivement d'une façon où il faut aussi un peu percuter pour qu'on se pose les bonnes questions. Donc, Oui, c'est ça. quand Oui, vous c'est ça. disiez, vous êtes un peu pessimiste, non, c'est en fait aussi un constat, hein, finalement, de ce qu'on vit. Exactement, absolument. On Bien ne vit sûr. pas dans le monde des bisounours non plus. Oui, oui, oui. Même si on est sur une chaîne voilà, où tous les jours on parle de spiritualité et de belles choses et en positive, il y a quand même aussi ce monde-là où nous sommes. Oui, mais ça fait partie de la spiritualité que d'avoir conscience de cela, justement. Oui. Absolument. Parce que ça nous permet notamment voilà, d'utiliser un autre. Encore une fois, moi, je ne suis pas chaud pour aller vivre à l'époque des cavernes, hein, donc c'est pas le débat. Mais voilà, d'avoir vraiment conscience aussi de savoir où je me situe dans ça. Quels sont mes choix, mes non-choix, quelle vie j'ai décidé d'avoir, où j'ai décidé d'avoir tort, parce qu'après tout, j'ai peut-être tort, hein, mais il va falloir faire avec. Vous voyez, donc, où est-ce que je suis moi? Et c'est ça euh, qui est vraiment important. Où je suis moi, où sont les autres. C'est pas, je dis pas ça de façon narcissique, c'est simplement de sentir où se situe cet espace d'indicible, vous voyez, dans lequel on est et qui nous a permis d'exister. Euh, Peut-être que j'ai tort, mais moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde ou de laisser mes enfants vivre dans un monde où, au fond, ce seront des machines, y compris humaines d'ailleurs, vous voyez, qui dirigeront le reste de l'humanité. Euh, euh, Vous voyez, il y a quelque chose qui me hérisse dans cela. Et puis encore une fois, je ne pense pas que ça soit. Voilà, je pense que on a une autre carte à jouer. Je pense qu'on peut utiliser le progrès pour nous, enfin, pour notre bien-être, pour le bien-être aussi de plein de gens qu'on a 100 fois plus besoin que moi. Et c'est pas ça le débat. Le débat, c'est de dire où est notre indicible à nous. Oui, c'est vraiment ça qui est important. Oui, mais alors la question, c'est aussi de dire, ok, ben, je veux pas que demain ce soit les machines qui dirigent, enfin, et qui décident à notre place, etc. Mais du coup, comment nous, on va dire, à notre niveau, comment on peut aussi empêcher bah, les grands, on va dire, les autres,
à développer ce type de technologie aussi. Alors, on ne pourra pas l'empêcher d'une certaine façon, parce que c'est déjà en place. En revanche, on a des expériences formidables, je trouve, de résistance qui existent, qui font que les choses ont changé. Le bio, par exemple. Rien ne prédestinait le bio il y a 20 ans. C'est Alors, vrai, oui, à dire, parce qu'effectivement, ça a été repris par des multinationales et autres, bien sûr, bien sûr. mais, euh, mais en même temps, il n'y a rien qui destinait le bio il y a 20 ans d'avoir un tel essor. La relation à la souffrance animale, ça paraît, bon, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, mais sans être forcément végétarien ou autre, mais par exemple, on est en train d'abandonner les batteries de poulets, de choses comme ça, parce que les gens n'achètent de moins en moins de poulets élevés en batterie. C'est qui, bon, vous voyez, donc, et ces mêmes gens qui ont de l'argent, ils vont mettre leur fric ailleurs, mais tant mieux dès l'instant. Donc, je pense que faut rien attendre des dirigeants, des Non, ouais. structures quelles qu'elles soient, mais je pense que l'être humain a une capacité au moins de transformation, de changement. Il me saoule avec LinkedIn depuis des mois. Bon, et j'ai reçu un dernier courrier, enfin il y a quelques mois, disant oui, on a compris que vous n'en vouliez pas. Bon, je me suis dit, je vais pas tarder à voir les huissiers débarquer. Ben non, j'ai rien depuis 4 mois. Ils sont en train d'abandonner la partie, je ne sais pas. Je dirais ça la prochaine fois. Mais bon, si vous voulez, voilà, il y a aussi des. Je pense qu'on a une capacité, nous aussi, à faire changer les choses, à avoir Bien conscience sûr. et puis, voilà, en nourrissant ça, ça permet vraiment d'avoir un autre regard sur les choses. Et puis, peut-être qu'un jour, plein d'autres gens auront cet autre regard sur les choses. Mmh. Alors, il y a Claire qui dit mais les bisounours se battent aussi avec leurs rayons sacrés, tous ensemble, pour leur monde. Ne Oui, l'oublions c'est bien d'accord. Je pense que je fais partie de ces bisounours aujourd'hui, que c'est bon, j'ai côté un peu austère, certes, bon, un peu, genre quand même que c'est pas le webinaire le plus joyeux que j'ai fait, mais ça fait partie, effectivement. Je me vois aussi, d'une part, comme un combattant contre, bien sûr, mais aussi pour quelqu'un qui est pour, vous voyez, pour cette âme, pour cet ineffable, pour ces joies, enfin, ces sensations que je peux vivre quand je suis en connexion avec autre chose et d'avoir envie de faire partager, alors pas les miens parce que ça intéresse que moi, mais que d'autres gens, vous voyez, puissent aussi avoir cette conscience-là et un jour pouvoir une conscience de l'ineffable, de l'univers, ou d'autres choses, de ce qu'on a pu écrire, ce que j'ai pu lire, vous voyez, autour de la compassion ou de la beauté, en sachant que ça leur appartient à eux et que ça n'appartient pas à une espèce de pilule qu'ils auront pris ou à une manipulation génétique ou un truc comme ça. Mmh. Alors, il y a Yam aussi qui dit c'est en partageant les opinions qu'on peut réfuter ou améliorer notre propre opinion. C'est extrêmement bénéfique. Dans la connaissance, le plus enrichissant, c'est avec ajustement qu'on ne sait pas et la sagesse de la connaissance pour arriver à la connaissance de la sagesse. Oui, oui. Et toujours cette autorisation du doute, de se dire que voilà, c'est des options. Il y a des choses très concrètes dans ce que j'ai évoqué, ce sont des choses très concrètes. Mmh, Maintenant, à dire, personne ne sait ce que ça sera. mmh. Mais, euh, mais voilà, avoir cette conscience-là, je crois, peut vraiment peut nous aider dans notre spiritualité. Oui. Alors, bah, écoutez, merci beaucoup Philippe. Merci à toutes et tous de votre participation ce soir sur le chat, puisque du coup, ça a été bien actif et c'était vraiment intéressant de partager tous ensemble. Alors, comme je le dis très souvent, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé, d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux. Bon, on va l'utiliser pour ça aussi, hein, pour justement faire circuler aussi l'information. Donc, vous nous aidez aussi à contribuer à cela. Et aussi, si vous voulez aussi soutenir notre travail, bien voilà, vous likez nos pages, tout ce qu'on fait, c'est intéressant. Et puis sur YouTube aussi. Et puis alors sachez aussi, je redonne l'information, je vais le donner puisque bientôt ça arrive bientôt. Donc le dimanche 15 décembre, pour ceux qui sont peut-être pas très très loin, dans le Var, à Sifour, donc j'organise une journée où 4 intervenants de la chaîne, alors là ce sera la première édition, il y en aura d'autres. Donc il y a 4 intervenants de ma chaîne qui viendront en présentiel faire des conférences avec des ateliers, des soins. Oui, Voilà, chacun aura un temps de 2 heures. Ça va durer donc toute la journée et vous aurez aussi l'occasion de pouvoir poser vos questions, de pouvoir échanger en direct avec ces intervenants-là. Donc il y a la marraine de la chaîne qui est Nadine Méjean, qui est Canal et qui fera un soin sur le féminin sacré.
Il y a aussi Frank Vandenbroek, qu'on a vu hier soir donc en émission, qui fera une régression karmique. Il y aura Jean-Marc Jeunet, qui est astrologue et tarologue, qui expliquera les lieux karmiques, les lieux, n'importe quoi, les nœuds karmiques, pardon, les nœuds karmiques dans les signes astrologiques. Et Magali Florence, qui intervient sur la chaîne tous les 2 mois, qui fait des soins stellaires sur la chaîne, en atelier, et qui là fera un concert de bols et de crâne de cristal. Voilà. Donc c'est une journée un peu privilégiée où on pourra se rencontrer. C'est l'idée cette année est de passer un petit peu du virtuel, hein, derrière nos écrans, chacun de notre côté, à se voir en vrai, de pouvoir vraiment échanger et d'avoir ce moment voilà privilégié ensemble pour ceux qui le souhaitent et qui sont bien sûr à proximité du Var. Alors là, tout à l'heure, j'ai eu des inscriptions des personnes qui viennent de Grenoble. Donc, c'est chouette. C'est vraiment un beau cadeau parce que c'est pas mal de route quand même et à peu près 5 heures de route pour venir pour la journée. Donc, c'est vraiment chouette. Après, l'idée, c'est d'en faire un petit peu partout puisqu'il y a des intervenants à Paris comme vous, Philippe. Absolument. Et vous n'êtes pas le seul à Paris. Et voilà. Donc, l'idée après, en 2020, ça serait de faire une petite tournée pour faire ces rencontres parce que c'est aussi important de se rencontrer. Je l'ai découvert lors des stages que j'organise pour un intervenant. C'est vrai que cette énergie qu'on peut avoir tous ensemble, et c'est aussi différent. Voilà. Donc, ce qu'on fait sur le net, c'est très important, mais se voir en vrai, c'est encore différent. Et voilà, moi, je serais ravie de vous rencontrer. Voilà. Donc, un grand merci. Philippe, je vais vous laisser un petit mot de la fin. Et puis, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci vraiment encore pour votre participation. Merci Claire pour les cœurs, parce que oui, j'aime qu'on diffuse aussi ces messages-là. C'est beau, hein, des cœurs. Voilà, chacun y verra ce qu'il voudra, mais en tout cas, merci beaucoup Claire d'y penser. Philippe, je vais vous laisser le petit mot de la fin, puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres émissions. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je voudrais vous remercier, Fanny, de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Tous ceux qui m'ont écouté. Je suis bien sûr à l'écoute si vous voulez m'envoyer des mails, des SMS, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je répondrai de toute façon toujours. Donc, je suis très, très ouvert à cela. Il y a un livre qui est intéressant là-dessus qui s'appelle Homo Deus, qui est la suite de Sapiens, donc, et qui donne, pas toutes, mais certaines des projections que j'ai faites, donc qui vous donne une idée de ce qui se passe, qui est très, très pragmatique, donc qui dit vraiment les choses sans émotion. Alors, c'est un livre justement qui est intéressant dans le sens où il est très très structuré autour de cela, sans poser de questions, sauf que la personne qui l'a écrit, et lui est très 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 croyant. Donc il annonce les choses, voilà, sans parti pris, sans prendre ce que moi je ne fais pas, parce que moi j'ai pris parti, mais voilà. Mais en attendant, sachez que celui qui a écrit ce livre n'est pas forcément de ce monde-là, et que lui croit justement, est très proche d'un moine indien, enfin d'un Sri hindou, enfin bon, bref. Et donc voilà. Et c'est quoi vous dites un livre qui s'appelle Sapiens, ça va attendre, je vais là, parce que je voulais voir Sapiens, voilà. Qui s'appelle Homo Deus, c'est la suite de Sapiens, qui a été un best-seller. Attendez, voilà, d'Hariri. Super, et qui recense certaines des choses que je vous ai indiquées, et qui donne justement ces projections de la science. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est et justement de mettre en place, en phase, et ce auquel nous croyons profondément, intimement, et puis ce qui se joue, et peut-être de trouver peut-être soit un point de rencontre entre nous tous, ce qui se fera peut-être, soit de continuer à exister. Donc c'est là où c'est important. Donc voilà. Sinon, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et après, oui, alors Yayam aussi, merci, j'ai passé une excellente soirée avec vous. C'est super, merci beaucoup. Nous aussi. Merci beaucoup Philippe, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt.